Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 2 mai, c'est le retour à l'horaire normal pour ce 34e épisode d'Overtime. La nuit a été courte dans certaines parties de la Suisse, mais pour nous, elle a été un peu normale, même si on a suivi ça avec attention. Et pour cet épisode, vous le voyez, je suis avec Jonathan Fillon pour commencer. Salut Joe. Salut Pascal, écoute, même si c'était un peu moins festif du côté de la Suisse romande, on s'est quand même permis de regarder le match en entier, de regarder également les émissions, le plateau, le studio, les célébrations. Du côté de Zug, c'était rempli d'émotions et c'était une finale, il faut le dire, assez impressionnante. Et puis avant d'accueillir notre troisième membre de cette émission, on va souhaiter la bienvenue à Georges-Henri, à Anthony, à Lionel, à Alain, à Vladi, à Morissette, à Anto et à Fabrice qui ont déjà laissé des messages dans les commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez vous poser vos questions, vos remarques, vos avis. Voilà, merci, je cherchais le terme. En restant bien évidemment toujours poli et courtois dans les commentaires. Et puis on va quand même vous donner le sommaire avant d'accueillir David pour cet 34e épisode. On va revenir sur la finale, sur les derniers transferts au niveau du HC Ajoie et du Lausanne Hockey Club. Et puis on terminera avec le programme de la semaine, parce qu'il y a quand même encore du hockey sur glace un peu partout dans le monde, et on va s'y intéresser aussi sur MySport. Mais tout d'abord, je l'ai déjà évoqué, c'est David qui est notre troisième larron ce midi. La journée va être longue, Pascal. Salut David. Salut Joe, salut Pascal, salut tout le monde. Oui, la journée va être longue, mais il faut récupérer de ces émotions vécues, on va dire hier soir, mais tout au long de cette magnifique finale. Nous, on est loin d'être en vacances, là. C'est surtout ça, là. C'est les vacances pour les joueurs, mais pour nous, ça se continue. Pas tous, mais toi, hein, t'as une condition physique hors pair, Joe, non? Oui, en pleine forme, moi. J'ai pas trop abusé hier des bonnes choses, donc je suis en pleine forme ce matin. Il y a des gens qui te souhaitent déjà bonne nuit, Pascal, dans le chat. Ouais, j'ai vu forcément le lapsus, le lapsus est révélateur. Merci, je vais aller me coucher après l'émission. Messieurs, je vous propose qu'on s'y lance, et puis on va commencer avec le commentaire d'Anto pour parler de cette finale. Anto qui nous dit: ne serait-ce pas la plus belle finale que le hockey suisse ait vécue dans son histoire, par son niveau d'intensité, le suspense, la remontada, les détails où le puck avait des yeux, etc. Je pense que c'est une très belle analyse qu'on a eue de la part d'Anto. Je partage assez son avis, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec mes deux finales d'expérience, oui, c'est la plus belle. J'ai un peu moins d'expérience en Suisse que mes deux collègues ici, sauront mieux vous dire, mais j'ai été, moi, impressionné du niveau de hockey qu'on a eu dans la finale. C'était chaque match était disputé très serré, avec beaucoup de vitesse, un beau jeu d'exécution. Vraiment, c'était du niveau incroyable. David, je pense que tu t'en as vu la même chose. Bien sûr, hein, on se souvient toujours mieux des finales récentes et de ce qu'il vient d'arriver pour se dire que chaque année, c'est la meilleure finale, mais je crois qu'on peut l'affirmer parce que j'en ai quand même vécu quelques-unes toutes ces dernières années des finales. On n'a jamais joué à un niveau aussi élevé tout au long des 7 matchs. On n'a déjà pas tout le temps eu 7 matchs, pas tout le temps eu 7 matchs de qualité. Là, c'était impressionnant au début que cette série a pris dans la tournure avec ce 3-0 pour Zurich. Sans que Zug ne démérite. C'est aussi ça qu'on doit remarquer, c'est qu'on jouait les deux à un très haut niveau et que c'était des petits détails qui ont fait la différence. Après, Zug a quand même pris un petit peu l'ascendant sur Zurich, tout en continuant d'offrir un super spectacle. Et ce rebondissement, Zug a écrit l'histoire hier, hein, vu que personne ne l'avait fait encore en finale, même pas en demi-finale, de perdre 3-0 une série et de le gagner 4-3. Donc oui, c'est toute une pièce de finale à laquelle on a assisté là depuis 2 semaines. Moi, j'ai adoré, Pascal, le commentaire de Yann Kovard en entrevue qui disait c'est la veille du match 4 qu'on voyait déjà, là, champion suisse, les bannières à Zurich. Et souvent, mentalement, chez une équipe, chez des joueurs, il ne faut pas beaucoup pour réveiller une équipe, surtout pas comme Zug. Et j'ai adoré ce commentaire et cette analyse de Kovard. Oui, alors ce qu'il faut savoir, il fait allusion au fait qu'il y a une répétition, ce qui est prévu à chaque match à partir du moment où la coupe est décernée, c'est-à-dire qu'on répète la cérémonie d'après-match, hein, tout simplement l'installation du podium pour être sûr que tout le monde sache à quelle pièce va où, parce que c'est assez compliqué, c'est un sacré puzzle. Et forcément, l'équipe
communication, Zurich a testé aussi les affichages champion suisse sur les écrans LED de la patinoire et ils ont oublié de les éteindre après la répétition, je pense. Et les joueurs sont dû arriver assez tôt pour qu'ils puissent les voir. Et ça, comme tu le dis, c'est très Ouais, mais la motivation. c'est maladroit, Pascal, parce que tu peux faire la répétition, mais tu écris X, Y, Z sur le panneau LED et Bien puis sûr. ça fonctionne aussi. Mais, Tu sais très bien qu'il faut peu de choses pour nourrir une équipe et la motiver. j'ai d'autres exemples assez récents, assez entre guillemets, t'étais pas en Suisse, c'est il y a 12 ans, c'est en 2010, les quarts de finale entre Genève et Fribourg, où la Liberté avait mis en concours des places pour les demi-finales entre Berne et Fribourg, alors que Fribourg menait 3-1, et la publicité a terminé dans le vestiaire de Genève Servette, et puis lors du match 5 à Berne, quand il y avait 3-1 pour Berne lors de la finale contre Genève, le speaker annonce le texte habituel, mais il le met au présent au lieu de le mettre au conditionnel, c'est-à-dire il dit au lieu de dire si il y a la remise de la coupe, merci de ne pas envoyer la glace, il dit pour la remise de la coupe, merci de ne pas envoyer la glace. Et sur le banc de Genève Servette, les joueurs qui parlaient allemand se sont dépêchés de traduire à tous les autres et ça a changé le cours du match. Ça fait partie des détails autres qu'il faut faire très attention. Sauf qu'en même temps, dans une finale comme ça, c'est les détails qui font toute la différence. Et ça joue tellement à peu que tu t'accroches à tout ce que tu peux t'accrocher, surtout quand tu es en arrière 0-3. Ouais, mais surtout quand tu es en arrière 0-3, mais que tu n'étais pas à côté de la plaque et puis que Tangnes est resté sur ses acquis et ses convictions aussi, ce qui a fait sa force. Il a modifié quelque chose. C'est peut-être là que l'on doit donner un petit peu plus de crédit à Tangnes qu'à Grunborg dans cette finale parce qu'il a osé enlever Hoffmann de la première ligne pour monter Herzog et même descendre, même hier, Hoffmann en troisième ligne en fin de match, peut-être un peu blessé, on ne sait pas. Mais il a essayé quelque chose. Il a aussi enlevé Lander, il a mis Klingberg, alors que Grunborg, après le 3-0, il n'avait rien à changer. Au quatrième match, il n'avait rien à changer. Au cinquième, il aurait pu procéder à quelque chose. Après, il a dû changer Kruger parce que Rowe s'est blessé. Non, Et sur le reste, il est... Il a dû mettre Rowe parce que Kruger s'est blessé. Oui, t'as dit l'inverse. Voilà. On sait bien. Bonne nuit. Mais bonne nuit aussi. mais il est resté stoïque sur le reste. Il n'a pas osé faire de changement quand sa première ligne, Malgin, Andrighetto, Lenstein, s'est éteinte et a été très bien muselé et contrôlé par l'équipe adverse. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher, mais on aura le temps d'en reparler. Ce qui est bizarre, parce qu'il l'avait fait en quart de finale où c'est Pedretti qui avait commencé à compte bien avec Andrighetto et Malgin, et il a mis Hollenstein parce que Pedretti avait été muselé et il avait amené ainsi un changement. C'est vrai qu'il aurait pu peut-être, mais je crois que Marco Pedretti a terminé la finale en étant blessé à l'épaule, avec la chute qu'il a fait. À part ça, je suis d'accord avec toi sur l'histoire de Klingberg. Pour moi, c'est le premier moment qui tourne la série, même si c'est pour le match 3 et que le match est perdu. Quand les 2-3 premiers chiffres de Klingberg, il va chatouiller Kovar à chaque fois. On avait parlé de la charge de Rod l'année passée à son retour en quart de finale contre Fribourg qui avait été le point tournant. Et même si le match n'a pas été gagné, je pense que là c'était un point tournant. Et d'ailleurs après le match 3, Dan Tangnes à l'interview avec nos collègues alémaniques qui dit « Attention, la série n'est pas terminée. On peut encore gagner 4-3. » Moi, je reviens sur ce que tu disais, David, au match 5. Moi, je commentais, tu faisais le studio et j'étais avec Gary. Dès qu'on a eu les feuilles de match et qu'on a vu Garrett Rowe à notre gauche, Gary m'a juste dit, lui, je l'aurais habillé ce soir. Lui aurait été dans mon alignement ce soir. Et j'ai dit, qui aurais-tu enlevé? Parce que je vois dans le chat, il y a Anthony qui dit que Kruger était tellement important sur les face-offs, ça a manqué après aussi. Mais Gary, c'était pas Kruger qui aurait enlevé ou c'était pas Azevedo qui aurait enlevé, c'est Kivisteux. Même s'il a connu des bonnes playoffs, t'as Kovar devant la cage, t'as une bonne brigade défensive, mais Garrett Rowe aurait peut-être ajouté ce petit punch, le but qui manquait, redonner un peu de confiance, un peu d'énergie à l'attaque, tout en gardant l'expérience de Kruger, tout en gardant les face-offs d'Azevedo. C'est vrai que ça aurait été hyper intéressant. Tu sais, Grunborg, c'est un personnage. On le voit, on le découvre maintenant depuis qu'il est avec Zurich. C'est un personnage qui fait un petit peu peur, sa grosse barbe, toujours bien coiffé, bien habillé, un palmarès quand même avec l'équipe de Suède impressionnant. Mais c'est un personnage qui, pour moi, dégage un côté assez hautain finalement et acquis sur ses connaissances et tout, et qui n'arrive pas à transmettre ça finalement à son vestiaire jusqu'au bout. Ce que Zurich a fait est remarquable dans ces playoffs. Ils reviennent
quand même de façon, on va dire, presque héroïque contre Bienne. Ensuite, ils déroulent en demi-finale et dans ce début de finale, ils étaient magnifiques. Donc, on ne peut pas enlever grand-chose à Grunborg quand même. Mais c'est le genre de mec peut-être qui ne veut pas admettre qu'il est en train de perdre pied et veut rester sur ses acquis, ce qui lui coûte peut-être au final que son équipe était plus fatiguée, plus brûlée. Comme j'ai pu le lire aussi dans le chat, c'est clair, Zurich n'avait pas l'énergie, ça s'est vu en fin de match hier. Zug a vraiment pu gérer, maîtriser son adversaire sans véritablement être vraiment inquiété dans la fin de match pour éviter l'égalisation. Ouais, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, ce que tu parles de la fatigue, et c'est la question, je l'ai dit. J'ai été regarder les temps de jeu moyens sur l'ensemble de la finale, et dans le top 10, il n'y a que 3 Zougois. Et le top 10, tout le top 10 est au-dessus des 20 minutes de jeu. Donc clairement, Weber, la faute qu'il fait contre, je sais plus qui, là, quand il met son coude dans le visage, au premier tiers, c'est une faute de fatigue. C'est la nervosité, c'est la frustration, il y a tout qui sort à ce moment-là. Malguin, je l'ai trouvé très marqué quand même sur la fin du match, à plus réussir à donner des coups de patin comme il l'a fait lors des 4 premiers matchs. C'est quelque chose qui, oui, il faut prendre en compte. Et l'accumulation des matchs, je dirais qu'il a quand même joué plus de matchs que Zug, il a joué 3 matchs de plus que Zug dans ses playoffs. Et finalement, c'est peut-être aussi ça qui fait la différence. Et puis pour revenir sur Grunborg, il y a une question de Florent qu'on va prendre, qui est intéressante. Dit ciao l'équipe. Salut Florent. Petite question par rapport à Grunborg qui ambitionne la NHL. Une série perdue au 7e match en ayant mené 3-0 peut-elle anéantir ses espoirs? Faut oublier la NHL pour Grunborg. Là, je suis désolé, mais les coachs de NHL, il y en a tellement. Tu dois faire tes classes en Amérique du Nord. Le mieux qui pourrait arriver pour Grunborg, ce serait un poste en AHL, mais encore là, il a gagné avec l'équipe nationale suédoise, mais en club, si je ne me trompe pas, il n'a jamais remporté de titre. Expérience. Donc, il est encore très loin d'avoir la feuille de route pour aller coacher en NHL. C'est bien beau d'avoir des contacts et un agent. C'est bien beau de dire d'appeler, d'avoir des contacts, mais oubliez ça, Grunborg en NHL. Honnêtement, je pense qu'avavec les 2 titres de Tagnes, lui a plus de chances de traverser en Amérique du Nord pour aller en AHL que Grunborg en NHL. Parce que les clubs de NHL ne se fient pas nécessairement à l'expérience en club en équipe nationale. Ça, faut oublier. Moi, je n'y crois absolument pas à ça. Ça fait longtemps qu'on commence à parler en Amérique du Nord d'éventuellement amener des coachs européens, mais quand tu regardes ça, il n'y en a toujours pas qui ont traversé. C'est toujours les mêmes coachs nord-américains qui reviennent. Et il y a tellement une longue liste. Et là, en plus, tu as les anciens joueurs comme Martin Saint-Louis qui commencent avec très peu d'expérience de coaching à obtenir des postes parce qu'ils ont fait quelque chose dans le hockey. Grunborg en Amérique du Nord, ce n'est pas un nom qui résonne, ce n'est pas un nom dont on parle. Donc, il faut arrêter de l'associer directement à la NHL et c'est pas la défaite. Le titre, si lui avait obtenu le titre hier soir, il serait pas plus en NHL la saison prochaine ou dans un avenir rapproché. Il y a peut-être un élément qui pourrait parler en sa faveur, c'est qu'il a la double nationalité américaine. Donc il sera pas considéré comme un coach européen en Amérique du Nord. Oui, mais en même temps, c'est l'expérience aussi en Amérique du Nord qui lui manque. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça parle beaucoup quand même, je veux dire, son coaching sur ces 2 dernières saisons, il y a quand même matière à discuter. Mais si on revient sur la finale dans son ensemble, Zurich a quand même été énormément dépendant de sa première ligne. Quand tout allait bien en 3-0, c'est Malgin, c'est Andrighetto et Hollenstein peut-être qui étaient à la passe qui faisaient la différence. Les lignes 2, 3, 4, et pourtant Dieu sait que les 2 effectifs étaient énormes dans cette finale et que c'était les 2 équipes peut-être les mieux construites sur ces dernières années qui s'affrontaient. Bien sûr, à coût d'une certaine somme d'argent, on est d'accord, mais construite intelligemment. Et Zug était plus une équipe qui faisait corps que Zurich qui dépendait des performances de sa première ligne. Je crois que la clé, tu l'as donnée tout à l'heure en parlant des changements d'effectifs faits par Tagnes au final, parce que on l'a vu avec Zurich, certes Grunborg n'a pas fait de changement, mais en même temps, est-ce qu'il y avait beaucoup de possibilités, à part peut-être monter Pedretti à la place de Hollenstein, dans les solutions qu'il avait déjà essayées par le passé. En même temps, en sachant qu'il était blessé, parce que c'est sûr qu'il était blessé, à 100%, ça explique peut-être pourquoi on n'a pas essayé ce changement. Parce qu'il y a eu Chris Baltisberger un temps pendant la saison régulière, mais ça n'a pas marché. Chris Baltisberger s'est même retrouvé au bout du bon à ne pas jouer pendant la fin de saison régulière. On sait qu'avec Kenville Hérault, ça n'a pas été le courant n'est pas forcément très bien passé avec Grunborg aussi.
Ça a été un peu plus le choix de la dernière chance aussi de mettre Rowe, enfin le choix par défaut de mettre Rowe à la place de Kruger puisque Kruger était blessé. Et puis Sigrist, je le vois pas jouer en première ligne. Non, Sur il avait la moins de troisième marge ligne. il avait moins de marge de manœuvre, c'est vrai, tu as raison. Mais Kevin Buffard a raison, le secondary scoring de Zug, elle les a fait gagner parce que quand Oui. il y a eu les modifications de la ligne avec Herzog qui vient en première, la première ligne est incroyable. Ils ont 7 points et 5 points pour Herzog sur les 4 derniers matchs. J'ai calculé, c'est autant dire l'empreinte qu'ils ont mis. Mais derrière, il y a quand même dans cette finale des Zender qui ont marqué, des autres joueurs qui sont venus porter Jérôme aussi. Rollweier, Leuenberger, qui a 7 Voilà. points dans ses playoffs, enfin 7 assists, il a été énorme aussi quand il a dû me remplacer Hoffman Marco sur Müller a quelques été chiffres. excellent durant cette finale. J'ai Oh. beaucoup aimé. Ouais. Les défenseurs ont aussi apporté un plus que Zurich n'avait pas. Noro, on l'a pas vu. Et Dieu sait que c'est un super joueur offensif. Kivisteux, pour moi, aurait dû se retrouver en tribune du côté de Zurich parce que un attaquant étranger aurait peut-être été une meilleure idée, mais il voulait assurer ses bases défensive. Mais la défensive de Zurich est quand même solide. Ouais, mais je crois qu'il n'a pas eu confiance en Troutman sur cette finale, donc il avait plus le choix. Il n'a pas d'autres défenseurs derrière, parce que derrière c'est Noah Meyer ou Luka Kapaul, qui n'ont pas joué depuis. Luka Kapaul, il n'a pas joué en National League depuis plus d'un an. Et Noah Meyer, les quelques matchs qu'il a fait, il a toujours fait des conneries. Il y a même Enzo Gebe, je crois. Et il y avait Enzo Gebe Mais aussi, encore là, niveau il a fait expérience, le début des playoffs, il a fait une connerie et il s'est retrouvé en tribune. Il y a le quatrième bloc aussi. Je pense qu'il faut en parler. La profondeur a été supérieure, mieux gérée de la part de Dan Tagnes que de Rikard Grönborg. Et à ça, parce que tu as nommé Leuenberger, Alan Spar a joué de super playoffs aussi. Le match 5, quand j'étais à Zug, moi j'ai vu que le quatrième bloc contrôlait bien la rondelle, ce qui permettait des meilleurs changements plus rapides en zone offensive. Et d'ailleurs, l'un des buts, je crois, c'est celui de... dans ce match-là, je crois que c'est le premier du match. C'est justement sur un changement. On saute sur la patinoire. On a déjà le contrôle du quatrième bloc qui crée un surnombre dû au changement et on réussit à marquer. Zug, je ne sais pas si c'est une question d'expérience d'avoir gagné, de jouer peut-être avec moins de pression, expérience de coaching en finale aussi, d'être capable de retourner une situation comme l'a fait Tagnes et comme n'a pas été capable de le faire Grönborg. Je pense que quand tous ces éléments-là se mettent en place, et dans le chat, il y a Kevin qui dit aussi Herzog, on le critique beaucoup par ses suspensions et tout, mais c'est vrai qu'il a été très discipliné pendant ses playoffs. Il a bien joué, il est entré dans l'espèce de team spirit que tu as besoin pour aller loin en playoffs. D'ailleurs, Zug, qui contrairement à l'an passé, a commencé les playoffs dès la première journée, parce qu'ils se sont fait une petite frayeur contre Berne l'an passé, il faut se le rappeler. Ils sont rentrés avec beaucoup plus d'expérience. Et les 3 matchs qu'ils ont perdus contre Zurich, ça aurait pu être 3 victoires zugoises, parce que c'était 3 matchs tellement serrés. En fait, c'était 7 matchs tellement serrés que ça se jouait à peu. Mais moi, je pense une expérience, une meilleure gestion de banc. Je pense que Tagnes a outcoaché Grönborg. Pourtant, il y avait moins de joueurs qui avaient gagné des titres avec Zug, parce que quasiment la majorité de leurs titres étaient acquis de celui de l'année dernière. À Zug, certains joueurs avaient connu quelques gloires avant, et bien sûr, on n'enlèvera pas Giannoni dans tout ça, mais il y avait quand même plus d'expérience dans les rangs zurichois de savoir comment gagner, mais malheureusement... Mais c'est pas le même groupe. Voilà, tout ça ne fait pas le groupe. On le voit aussi qu'il y a des leaders naturels que sont Kovar, qui est revenu à un super niveau dans ses playoffs. Klingberg, il n'a pas marqué de points, mais regardez les festivités hier soir. C'est lui qui dictait tout. Il portait la coupe, il disait « Venez là, maintenant, on va faire ci, on va aussi faire un tour de patinoire. » On le voit discuter avec Kovar juste avant la remise de la coupe pour la donner à Souris en premier après Kovar. Clairement, c'était organisé. On a vu aussi, je parle de Reto Souris, le soutien. Quelle image, hein, quand il rentre sur la glace, il est soutenu par ses coéquipiers. Quand il monte sur le podium, c'est Kovar et Klingberg qui l'amènent pour aller chercher sa médaille. Il n'y avait pas de... C'était une famille, c'était une famille, voilà. C'était une équipe, ce qu'on cherche d'une équipe. Et je comprends qu'il y a plus de titres gagnés du côté de Zurich que du côté de Zug. Il y a peut-être plus d'expérience de play-off, mais par contre, c'est le même groupe qui recommençait la même chose qu'ils avaient fait l'an passé.
un groupe qui se connaissait, qui avait ajouté des éléments. Moi, sur les étrangers, j'ai bien aimé la décision de Zug d'y aller toujours avec 2 défenseurs, 2 attaquants. Quand ils ont perdu leur avantage de pouvoir jouer avec 5 étrangers, ils se sont maintenus toujours à 2 attaquants, 2 défenseurs. Peut-être que ça aurait aidé Zurich d'avoir 2 défenseurs étrangers dans cette finale-là. Ils en avaient 2. Oui. Ils en avaient 2. Oui, c'est vrai. Bonne nuit, Joe. C'est vrai. Bonne nuit. Ouais. Hey, lundi difficile, hein? les gars, on était mieux mardi, je pense, pour faire les overtime. Jonathan, ils ont quand même perdu Diaz et Alatalo l'année dernière, et donc ils devaient se faire ce move de venir chercher du monde niveau étranger défensivement. Et quand tu as construit tout ça sur une saison, tu peux pas les enlever. Alors bien sûr, Tangnes aurait pu faire un move après le match 3 perdu, d'essayer quelque chose, mais il avait clairement l'idée que Lander n'était plus devenu l'homme de la situation et qu'il avait Klingberg comme solution dans son attitude, qui connaît bien le club et qui est un homme de play-off. Karl Klingberg, il ne faut pas se l'enlever. Et Joe Hanson ont été très très importants aussi dans toute cette remontée. Je veux dire, c'est un tout. On peut parler étape par étape. Giannoni, ça a été incroyable comment il a réagi aussi. Il n'a pas été mauvais dans les 3 premiers matchs, mais après, c'était un mur. Hein. Il est devenu maçon. Hein. Il a construit quelque chose dans son but. C'était incroyable. Défensivement, c'était très solide aussi, Zug. Et tous ces petits plus font que, avant le coup d'envoi, tout le monde avait presque le sentiment que Zug allait devenir champion parce qu'ils avaient réussi à renverser la tendance et à assommer Zurich. Je sais pas, les gars, l'expression francophone de clutch player, joueur des grandes occasions. Ouais, Giannoni, je pense que c'est l'exemple parfait du clutch player. Excusez-moi l'expression anglophone, mais le joueur qui élève son niveau au moment où ça compte. C'est un très bon gardien toute l'année, mais lorsqu'il arrive en finale, lorsque les matchs comptent, lorsque les matchs sont décisifs, et je reprends même sa victoire dans les Jeux olympiques, ses performances aux Olympiques, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'ils ont été éliminés, c'était pas Giannoni qui était devant la cage, mais la victoire qu'ils ont remportée, c'était Giannoni qui était devant la cage. Ce gars-là, dans les grandes occasions, il devient un mur, il est calme. J'ai l'impression qu'il donne à son équipe une confiance. Ouais. C'est ça, pour un gardien, ça vaut de l'or, de donner cette espèce de... OK, il en a donné un, peut-être que c'était pas le plus beau qu'il a donné hier. Là. C'était peut-être un arrêt qu'il aurait dû faire. Mais en même temps... C'est ce que relève Anthony en disant c'est un goal soft hier. Oui, mais tu sais très bien qu'il n'en donnera pas 2 comme ça dans un match. Pour le battre une deuxième fois, ça va prendre un but évident, ça va prendre quelque chose où est-ce qu'il ne peut absolument pas faire l'arrêt. C'est ça la force de Giannoni. Et quand on regarde ses chiffres, c'est 3 buts concédés dans les 4 derniers matchs. Dont 2 fois Malguin. Il a été exceptionnel. Ouais, Jonathan, il y a Georges-Henri qui dit Giannoni ne sait pas perdre une finale de play-off, c'est pas faux. Voilà, il y a Fabrice aussi, au tout début de l'émission, qui a dit quel retour magnifique, et que dire de Monsieur Giannoni, monsieur écrit en majuscule. C'est 1,4 buts encaissés en play-off. Messieurs, est-ce que sa retraite... Est-ce qu'on va nommer un jour le trophée, et peut-être que ce sera le trophée Leonardo Giannoni à sa retraite? Ouais, Qui sait? Pour l'instant, c'est le trophée Jacques Plante, mais pourquoi pas, ouais. Mm-hmm. En tout cas, on a des numéros retirés en NHL pour toute la ligue, hein, le 99. Peut-être le numéro 30 de Giannoni sera retiré mais tu sais, moi toute la National League. Quoi qu'il en soit, il a des titres avec 3 équipes. Il a 2 titres minimum avec 3 équipes différentes. C'est quand même assez hallucinant. C'est le premier joueur, parce que effectivement, le Blick alémanique a relevé qu'il égale Jörg Eberle, qui a effectivement gagné 7 titres aussi au début des années 80, mais les 2 premiers titres qu'il a gagnés, c'était avant les playoffs. Donc, et le record, c'est 8, c'est Gaston Pelletier, je crois, qui en a 8, mais ça, c'est dans les années 60, avec la Chaux-de-Fonds et Villard. Il en est à 7, tous en playoffs. Il a chaque fois été décisif. Dans l'ère moderne, c'est monstrueux. Hein. En playoffs, et je crois que c'est Gary ou Jérôme hier dans le commentaire qui disait c'est déjà difficile de gagner un titre pour certains. On l'a vu avec Reto Souris, la difficulté que ça a été pour lui de gagner un titre. Il en a 7. Ah non, mais, il en a 7 en 15 ans de carrière. Il gagne une année sur 2. Et là, on parle de la Suisse. Mais à l'international, tu regardes toutes les ligues professionnelles dans l'ère moderne du hockey. Évidemment, ici, on a 12 équipes, 13 équipes maintenant. NHL, il y en a 32. C'est sûr et certain que
mais quand même, d'avoir un athlète professionnel qui gagne autant dans sa ligue au hockey, je serais curieux de savoir si, dans n'importe quelle ligue au monde, il y a un athlète avec 7 titres dans l'ère moderne du hockey. Je serais vraiment curieux. C'est assez exceptionnel ce qu'il réalise. Vu que tu vas aller... vous savez ce que je vais faire cet après-midi. Voilà. Pascal ira dormir et puis Jonathan, lui, fera quelques recherches d'archives. Alors, le record en NHL, c'est 11. C'est Henri Richard qui en a gagné 11 en tant que joueur, mais c'était dans les années 60, où Montréal était... moderne. Oui, justement. Non, c'est pour ça que je le précise, mais c'est toujours intéressant. Et puis, on l'a vu même avec des joueurs récemment... Dans le match 6 que je commente avec Gary relève cette action quand Giannoni fait faute obstruction sur Azevedo. Je crois qu'il le ceinture, qu'il s'occupe carrément pas du puck. Et le petit regard et le jeu après de sourire de Giannoni, ça montre que le garçon il est en totale confiance et qu'il s'est libéré et qu'il est redevenu le Giannoni monstrueux. Ouvrez sa page Elite Prospect pour regarder toutes les saisons qu'il a fait. Je dis bien toutes les saisons, que ce soit en saison régulière ou en play-off. En saison régulière, il est très bon. En play-off, il est extraordinaire. Et Giannoni a fait du Giannoni, messieurs. Ah, il a rajouté 2% d'arrêt sur sa moyenne entre la saison régulière et les 4 derniers matchs, il a plus de 97%. C'est incroyable, c'est incroyable. Il est à 1,40 sur les playoffs, 1,48 encaissés sur l'ensemble des playoffs. Ouais. Je pense qu'on avait la discussion hier soir à choisir parce qu'éventuellement, on va donner notre MVP des playoffs. On avait la discussion... moi... J'ai posé la question, est-ce qu'on fait un MVP des playoffs ou un MVP de la finale? Parce que je pense qu'on doit en parler. Dario Simeone, au début de la série, il ratait des chances en or. Mais à partir du moment où Zug, il y a eu le déclic, c'est un déclic qui coïncide aussi avec le déclic de Simeone. Et dans les 4 derniers matchs, il a été incroyable. J'ai adoré ce joueur. C'est un grand ailier droitier. Il a un bon shoot. Il est bien placé. Et il a fait partie... D'ailleurs, c'est exactement... là où Zurich n'a pas eu d'aide. Nous, on attendait Kovar, on attendait Hoffman. C'est Simeone qui s'est levé au moment où ça comptait avec Kovar. Mais à Zurich, il n'y a eu que Malgin. Les autres sont tous tombés à plat. Et ça, c'est une belle profondeur de... il est redevenu le buteur qu'il était, Dario Simeone. Il a été longtemps blessé cette saison et je ne crois pas qu'il avait la confiance soignée devant le but. Ça s'est vu dans ses playoffs en général et dans ce début de finale. Et après, quand il marque, c'est comme le vélo, messieurs, ça ne s'oublie pas. Il a à chaque fois été servi parfaitement aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors oui, il a un triplé, le troisième est dans la cage vide, mais il a quand même un triplé en finale. Il a 6 buts en 4 matchs. Oui, non, mais et le but d'hier, son tir est juste incroyable. Pour battre Kovar du côté de la mitaine, il fallait quand même un tir assez incroyable. C'est une rondelle qui avait des yeux, elle est allée parfaitement au bon endroit. Et ce mec faisait partie de cette force. Je suis d'accord avec ce que tu dis, David. On a retrouvé le Simeone de l'année passée qui avait marqué 25 buts en saison régulière et qui avait été extraordinaire également en play-off. Oui, il a eu une saison compliquée, mais là, il s'affirme, il confirme maintenant d'être un buteur. Alors, on va parler du troisième, celui dans la ligne. Greg Hoffman, il y a une question qui nous a été posée. On va d'abord reprendre un commentaire de Christian Yer. Dans le chat, Giannoni égale sportif suisse de l'année. Il va être certainement parmi les candidats, peut-être comme toute l'équipe du FA Zug, mais il y a quelqu'un en ski qui s'appelle Marco Dermatt, qui a à peu près tout gagné cette année, qui risque d'être le sportif suisse de l'année. Mais bon, ça c'est la parenthèse. Généralement, les sportifs suisses sont des sportifs plutôt individuels que des sportifs de sport collectif. Voilà. Dans cette et suisse-allemand si possible. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Swiss Awards, mais les Swiss Sports Awards, mais c'est censuré au terme de cette émission. Voilà, moi j'ai pas le droit d'y aller. Je sais déjà. Voilà. Mais Greg Hoffman, on nous posait la question de sa performance dans cette finale. Pascal, ton avis sur ce qu'a fait Greg? Écoute, je pense pas qu'il a fait une mauvaise finale, mais il a fait une finale en deçà des attentes. Je sais pas si c'est très clair dans ce que je veux dire. On attendait beaucoup de Greg Hoffman, comme depuis son retour de NHL. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait remis 100% dans le rythme, que les JO lui ont fait plus de mal qu'autre chose au final, parce qu'il avait aussi énormément de pression pendant les Jeux Olympiques. Il doit gérer aussi sa nouvelle paternité. Hein. On sait que c'est toujours quelque chose de très compliqué suivant quoi pour les joueurs. Mais il a
au niveau du jeu, au niveau du sens du jeu, au niveau du rythme, au niveau du jeu dans le petit périmètre, hier je le regardais encore un peu plus précisément, il est toujours au même niveau. C'est la finition où il a eu un peu plus de peine. Et je pense que Tangnes l'avait bien compris, c'est pour ça aussi que c'est lui qui a été changé et pas Simeone ou Kovar de la première ligne. C'est aussi pour ça que quand il y a eu la petite blessure, il est passé en troisième ligne et puis ensuite il est remonté en deuxième ligne. Parce que justement, il y avait d'autres joueurs qui pouvaient avoir cette interchangeabilité avec Greg Hoffman. Mais Joe, pour quelqu'un qui est rétrogradé de ligne, qui passe en deuxième et tout, il a quand même 3 buts, un assist simplement dans sa finale. Greg, il n'est pas passé à côté. Non, mais moi, mais on en attend plus. J'aime le commentaire d'Anthony qui dit Hoffman a été tellement bon l'an passé qu'on a peut-être aussi trop d'attentes pour lui. Je pense que c'est des attentes valables qu'on a envers Greg Hoffman, mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi transcendant que l'an passé. Par contre, il n'a pas joué des mauvaises playoffs, il a des buts importants dans ses playoffs, des buts en powerplay. Reste que les unités spéciales, les deux désavantages numériques étaient tellement bons que de marquer en powerplay, il fallait vraiment le tir parfait. Son tir sur réception, je pense que c'est dans l'acte 6 que tu commentais en powerplay. C'est un magnifique but, c'est du Greg Hoffman. Mais ça a été une grosse année pour lui. De un, l'adaptation en Amérique du Nord, c'est un rythme qui est aussi très élevé. Et là, il n'était pas dans une... Faut dire qu'à Columbus, il se battait chaque pratique, chaque entraînement, chaque match, il se battait pour un poste. T'as l'angoisse pas l'angoisse, mais t'as le stress de savoir est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer, est-ce que je vais avoir une chance, est-ce que j'ai raté ma chance. Et c'est un rythme à 82 matchs par saison, donc c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu qu'ici. Après, tu rentres, tu deviens papa. Le sommeil, on s'entend que quand t'es papa, David, tu peux nous en parler. Le sommeil, c'est pas non plus le sommeil de quand t'es tout seul. Tu prends quelques années assez vite quand même. Les cheveux blancs, les cernes. Et il a aussi fait face aux médias beaucoup. Parce qu'il a été attendu ici par les médias de pourquoi t'es rentré, ton expérience suisse. Et je sais qu'à la longue, ça devait lui peser de répondre à des questions. À un moment, il voulait arrêter de répondre aux questions justement par rapport à la NHL et se concentrer à la National League. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, je pense que Greg Hoffman a joué une bonne saison dans les circonstances. A joué de bonnes playoffs dans les circonstances. Non, il n'a pas été au niveau de la saison passée. Il n'a pas été un mauvais niveau. Il n'a pas été un mauvais joueur, loin de là. C'est juste que oui, on s'en attend à plus que de lui. Mais l'an prochain, là, il va avoir un été. Il va peut-être aller au championnat du monde. Il va peut-être être invité. À lui de voir. C'est vrai que les Olympiques, c'est encore une fois de la fatigue accumulée supplémentaire. Là, il va avoir un été. Il va pouvoir retomber dans sa routine de saison de National League. Et ça ne peut que lui être bénéfique. Et reste que le bébé vieillit. Donc peut-être que le sommeil va être un peu mieux. Ou il va s'adapter à jouer au hockey avec un enfant. Parce que c'est une adaptation aussi. Dans la vie de tous les jours, c'est une adaptation. Pour un hockeyeur, c'est la même chose. Et la très bonne nouvelle, c'est que cette première ligne a tous, au grand complet, décidé de continuer l'aventure zougoise sur le long terme. Et ça c'est vraiment des signes positifs aussi. Quand Kovar est prolongé, quand Simeone est prolongé, Hoffman est arrivé à signer longue durée, Giannoni est là encore. Il y a tous des signaux positifs pour que Zoug reste dominant la saison prochaine encore. Ouais, et puis j'aimais bien ce que tu disais sur les médias, parce qu'il ne faut pas oublier que Grégory Hoffman, il parle français, il parle allemand, il parle italien. En finale, il a été sollicité par tout le monde comme pas possible. Il faisait la flash interview à chaque pause, après le match. Mais lui-même l'a senti qu'il était peut-être moins dominant et tout, et qu'il s'est mis au service de l'équipe. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout champion non plus de pouvoir. Non, c'est du hockey IQ, comme on dit en bon français. Ouais. Les meilleurs joueurs dans n'importe quelle ligue deviennent les meilleurs quand ils comprennent le concept d'équipe, d'abord et avant tout. Tu joues pour le maillot que tu portes et non pas pour le nom que tu as derrière. Et Greg Hoffman l'a compris, il s'est mis au service de l'équipe et ça c'est tout à son honneur et il doit savourer pleinement ce titre et il a été une grande partie de ce titre et chapeau à lui. Au final, quand on regarde l'ensemble de sa saison, c'est saison réussie pour Greg Hoffman. C'est 17 matchs, 20 points en saison régulière depuis son retour, c'est 15 matchs, 10 points en play-off. Alors oui, il ne tourne pas au point par match comme il en avait l'habitude. Mais on est dur quand même. C'est ses 3 buts importants en finale.
Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas fait une mauvaise finale. Il a été en dessous des attentes. Voilà, c'est bien relevé. C'était bien relevé par Anthony aussi, par Kevin, il me semble aussi qu'on a parlé. Enfin, je sais plus. Il y a eu pas mal de commentaires. Voilà, il s'est mis au service de l'équipe et c'était le plus important. Et d'ailleurs, on a vu qu'il n'était pas. Il n'est pas fâché d'avoir été moins bon. Il est heureux d'être champion. Ce qu'on dit avant, c'est que le vestiaire zougois vivait mieux que le vestiaire zurichois, qui a 2, 3, 4, 5 grosses personnalités et un vestiaire derrière fait peut-être différemment que Zouk, qui est plus une équipe. Et ça s'est ressenti. Parce que pour renverser une finale aussi, il faut du caractère, il faut un seul objectif et il faut tous tirer à la même corde, de l'entraîneur jusqu'au joueur, le 13e attaquant, le 8e défenseur, au surnuméraire et tout le monde a pris son rôle à cœur. Alors bien sûr, Klingberg nous l'a dit hier, j'étais pas content, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs, mais ma foi, j'ai aussi pris mon rôle de surnuméraire pour me nourrir, pour revenir plus fort. Lander dira le contraire, il dit, moi j'ai commencé, j'étais dégoûté de ne pas être sur la glace, mais finalement, je suis champion et c'était le bon choix de l'entraîneur. Il avait un soin jusqu'aux oreilles hier. Ouais, et David, tu as parlé des grosses personnalités à Zurich. C'est pas nécessairement non plus des joueurs qui ont des titres. Et je me souviens au match 4, bref, un des studios que j'ai fait, je crois, en demi-finale. Je crois que c'était match 4, là, dans mon souvenir, c'est un peu flou, mais il y a un des invités qui nous disait, et encore là, c'est un peu flou, il s'est passé beaucoup de choses en beaucoup de semaines, en peu de semaines en fait, et l'invité disait, le plus dur à gagner, c'est le match 4. Et Zurich en a fait la preuve. Contre Fribourg, ils ont eu un match 4 presque facile. Tout tournait pour eux. Et moi, j'ai ce sentiment que probablement qu'on est rentré dans le match 4 avec ce sentiment que ce serait facile, comme avec Fribourg, d'aller chercher cette victoire parce qu'on avait une avance de 3-0, que l'équipe est déjà dans les câbles. Le knock-out, il suit au prochain coup de poing. Voilà, il n'est jamais venu le prochain coup de poing. Et en plus, ils ont marqué le premier but dans ce match-là. Ouais, et avec un super but de Malguin et tout. Mais après, alors Vladi te dit que c'était Robin Leblanc. Ah, voilà. Merci beaucoup. Heureusement qu'on a des gens qui nous suivent pour nous rappeler ce qu'on fait, avec qui on parle. Avant, quand tu cherchais le but avec la 4e ligne, c'était Jules qui était le buteur dans le match. Oui, c'est Anthony. Donc on va s'appuyer sur nos abonnés. Mais au final, Malguin, c'est 0 titre. Andrighetto, c'est 0 titre pour l'instant en Suisse. Donc ça explique aussi peut-être que ces leaders-là sur lesquels on s'appuyait ont peut-être pas été à fond dans la même intensité de ce qu'ils avaient montré jusque-là, parce que moi j'ai trouvé vraiment au match 4 Zurich, pas avec le sentiment qu'ils allaient gagner ce match, mais quand ça est devenu compliqué de ne pas pouvoir rivaliser et redonner un coup d'accélérateur, et depuis là, ils ont perdu les pédales, le contrôle de la série. L'instinct du tueur, le fameux instinct du tueur, du finisher, je ne l'ai jamais senti du côté de Zurich, et ça vient avec l'expérience de gagner aussi. Ce qu'on parlait là, de l'expérience zougoise, les meilleurs joueurs avaient gagné l'an passé. À Zurich, les meilleurs joueurs n'ont pas de titre. Donc, c'est d'apprendre aussi, d'apprendre dans la défaite. Je vous rappellerai, pour ceux qui suivent la NHL, Tampa Bay, il y a 3 ans, ont perdu 4-0 en première ronde contre Columbus, et depuis, c'est 2 Coupes Stanley consécutives. Dans la défaite, tu apprends aussi. Je pense que pour Zurich, pour Malguin, pour Andrighetto, c'est des joueurs qui vont rester à Zurich pour un bon petit moment. Pour les leaders de cette équipe-là, évidemment, ça fait mal aujourd'hui. Ça fait mal de passer si près d'un titre. Mais par contre, ils vont grandir de tout ça. Puis ils ne peuvent qu'être de meilleurs professionnels, de meilleurs joueurs après. C'est clair que hier, au coup de sifflet final et ce matin, la gueule de bois est énorme pour les Zurichois. Mais c'est dur quand on est dans une équipe comme ça, ambitieuse. C'est plus facile pour Rapperswil de tirer le bilan et de se dire qu'on a fait une bonne saison que pour Zurich, qui a un seul objectif avant de commencer même la saison, d'être champion. Mais au final, Zurich est arrivé en finale. Alors oui, peut-être que tout le monde avant que la saison commence disait que c'était Zug-Zurich la finale, mais Zug a eu le chemin peut-être plus facile et a assumé son rôle en étant vainqueur de la saison régulière, qui lui a facilité la tâche, finalement, de jouer Lugano et ensuite Davos. Ça, c'est peut-être un petit message aux Fribourgeois qui n'ont pas laissé passer la première place de leur plein gré, mais qui en avaient largement la possibilité. Et si Fribourg jouait le même parcours que Zug, peut se dire maintenant, peut-être avec un peu de recul, qu'il y avait possibilité d'aller au moins en finale. Et c'est souvent le cas avec Zurich. Quand tu regardes les dernières saisons, le début est toujours compliqué.
Je ne sais pas si c'est une question de pression, de faire un état d'esprit ou des choses comme ça, mais il y a peut-être dans la préparation estivale la petite sortie entre équipes qui manque ou quelque chose comme ça, ou un camp à l'étranger, je sais pas. C'est compliqué. Jonathan, Pascal, il y a un message de Jean-Henri qui me fait beaucoup rire. Dans la défaite, on apprend si on est prêt à se remettre en question. Sinon, Toronto serait déjà champion depuis longtemps. Mais il a 100% raison. C'est vrai que maintenant, pour les joueurs, c'est de faire une introspection et d'apprendre de ça. Parce qu'il y a des joueurs qui souvent vont prêcher par le talent, vont faire nous, on va gagner la prochaine fois, c'est pas grave. Il faut que tu comprennes ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait dans la défaite. Même chose pour Kevin qui dit Genève n'a pas vraiment grandi après la défaite en finale. En même temps, l'équipe a un petit peu changé aussi. Ils ont perdu des leaders. Il y a beaucoup d'éléments qui font partie aussi d'une saison. Les défaites du début de saison ont certainement appris pour le reste de la saison du côté de Genève. Mais après, moi, j'ai hâte de voir justement la suite de ces gars-là. S'ils se retrouvent dans la même situation, à un 3-0, un 3-1 ou un 3-2 en finale, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont avoir appris de ça. Mais le chemin pour s'y rendre est sinueux et compliqué. Et ça ne veut pas dire que l'an prochain, Zurich va être là parce qu'ils sont allés cette saison et parce qu'ils ont passé si près de gagner. Regardez le documentaire qu'on a traduit, sous-titré de nos collègues alémaniques sur Antti Törmänen, qui dit que lui a besoin de temps après la fin de la saison pour faire le bilan. Mais il le fait. Ça lui prend des fois une semaine, un mois, plusieurs mois. Mais au moment de commencer la nouvelle saison, il sait. Il dit qu'il le ressent déjà de ce qu'il a fait faux peut-être dans ses playoffs et qu'il aurait dû faire différemment. Mais il le met sur papier, il en parle avec l'entourage, le coaching staff, les joueurs, et on revient grandi. Et ça, c'est vraiment des paroles qui m'ont touché, qui m'ont marqué d'Antti Törmänen, que chaque coach, chaque joueur va devoir faire du côté Zurich. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est gagnant ou perdant. Zouk va aussi devoir tirer des enseignements et de se dire qu'ils étaient à ça quand même de se faire sweeper en finale de cette saison. Pascal, juste avant qu'on passe au MVP des playoffs, là, ça fait 2 fois que j'en parle, mais on dirait qu'on pourrait faire 2 heures d'émission sur la finale. Oui. Il y a Denis qui s'est joint à nous un peu tard, qui demande c'est quoi cette histoire d'affichage à Zurich où c'était écrit Schweizmeister à l'acte 4. D'ailleurs, vous avez entendu mon allemand qui était pratiquement parfait. C'est écoute, incroyable. On s'y méprend. Non, je ne suis pas suisse-allemand. Zéro accent. Et t'étais justement à l'acte 4. Il revient sur les paroles de Kovar. Là. Tu peux peut-être lui rafraîchir, lui expliquer un peu cette histoire. Alors moi, je ne l'ai pas vu personnellement parce que je suis allé directement. J'avais une réunion à 5h15 en salle de presse, donc je n'ai pas passé par la case patinoire. Mais en gros, il y a eu la répétition de la mise en place du podium. Vraisemblablement aussi la répétition des affichages LED sur les pourtours autour des écrans, et ils ont oublié d'enlever au moment où Zug est arrivé, c'était écrit Schweizermeister, donc champion de Suisse 2022 sur les écrans quand Zug est allé s'échauffer dans l'enceinte du Hallenstadion, et les joueurs, Kovar l'a vu et il l'a dit à ses coéquipiers, et ça a soudé l'équipe, ça a renversé l'état d'esprit en disant on va leur montrer qu'ils ne seront pas champions suisses cette année. Souvent, c'est le petit détail stupide qui peut faire tourner une série. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, puisqu'on parle d'affichage, c'est Dan Tangnes à nos collègues après le match. Il dit il faut let's F-Rock de Bossart Arena, donc il faut que ça explose à la Bossart Arena. Et pendant le match, c'était écrit let's F-Rock. Pour mettre de l'ambiance durant le match. J'ai trouvé ça très bon de la part du département marketing de Zug. C'est très fort, mais c'est quelque chose que j'ai aimé aussi dans le public zougois hier soir, parce qu'au match 6 au Hallenstadion, l'ambiance était belle, le bruit était là, mais c'était pas pour porter l'équipe. Tandis que hier à la Bossard Arena, et j'étais pas sur place, mais j'étais devant ma télé, c'était fou. C'était fou déjà avant le match, pendant le match et après le match. Regardez, moi, ces images, j'adore, parce que c'est joie de titre, quelle que soit l'équipe, c'est magnifique. Mais le public était là à fêter. Ça a dû être une nuit de folie. Et pour revenir, moi, j'aime bien aussi les petites subtilités qu'il y a dans le vestiaire qu'on apprend après la saison. Vous avez vu comment Dan Tangnes a été remercié du petit gris-gris. Oui, on l'a mis ce matin sur les réseaux sociaux. The Big Balls, et tout, c'est ces petites. Alors, il y a une tête de vache aussi, avec le costume. Mais en fait, c'est le prix qui est remis au meilleur joueur de l'équipe
par les joueurs après chaque match. Il y a toujours une petite cérémonie comme ça. Ça peut être un hache, puck, comme on l'a casque, vu un puck. à Ombrie notamment avec leur pyramide du succès où le joueur de l'équipe mettait le puck après chaque victoire, ça. Et là, effectivement, c'est Dan Tagnes qui a eu ce prix-là, qui a été fêté par une douche de bière. Il n'y a pas d'autre terme. Et effectivement, il y a plusieurs façons. Il y a la ceinture de catch aussi. Il y a toujours des petits quelque chose dans les C'est vestiaires. original. Il y a Gaëtan qui dit les Zougois ont le meilleur public alémanique pour avoir fait plusieurs en patinoire. C'est vrai que c'est un public qui est assez agréable. Et d'ailleurs, en finale, c'est juste exceptionnel. Ce public, c'est vraiment... C'est la patinoire la plus remplie de ce championnat devant Fribourg-Gotteron. Hein, donc, c'est pas rien. Le titre a aidé, le fait de construire quelque chose a amené beaucoup de public à Zoug, mais même à l'époque dans l'ancien Hertie, hein, cette patinoire mythique, il y avait déjà du monde. Alors, après, meilleur public, on peut discuter. Hein, je pense Mais il dit alémanique. Oui, mais je ne veux pas entrer dans la danse, mais quand Berne fêtait des titres, à l'époque, c'était pas si lointain que ça. C'était aussi magnifique de voir ce public rempli et la fête qui allait avec des 50 000 personnes ensuite dans les rues de la capitale. Donc, pas de débat chez nous, s'il vous plaît, pas de débat. Patrice qui demande est-ce qu'on sait quand sera prête la nouvelle patinoire à Zurich? En théorie, novembre 2022, donc après la pause de l'équipe nationale. Décembre, hein, Pascal, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de retard. C'est pour ça que moi, dans mon commentaire du match-ci, j'ai été nuancé sur le fait que c'était peut-être pas le dernier match au Hallenstadion. J'ai aucune garantie, j'ai pas pu avoir cette information, mais j'ai l'impression que Zurich va pas pouvoir jouer que des matchs à l'extérieur en début de saison vu la période longue et qu'ils devront ça risque de trouver une faire 25 solution. matchs à l'extérieur, donc la moitié de la saison. Donc peut-être qu'on pourrait venir louer le Hallenstadion, mais ça. Non mais écoute, moi de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont déjà demandé en fait au Hallenstadion et que en gros on leur a dit merde. C'est possible aussi. Après ça c'était avant les playoffs, est-ce que pendant l'été ils vont s'asseoir et puis le Hallenstadion va présenter une facture salée et puis Zurich n'aura pas le choix, se tournera vers Walter Frey pour pouvoir payer parce que au Kebo, donc la patinoire où ils s'entraînent qui est à 250 mètres, c'est pas viable, c'est là où ils avaient joué la saison 2004-2005. Lors de la finale contre Davos, Rick Nash et Joe Thornton ont dû se demander où est-ce qu'ils jouaient. L'Ode Odler, c'est pas une patinoire couverte. Non, tu peux pas jouer à du Bundorf, le Cake, Cake. c'est pas possible. L'Achtimo Arena, Cloton, peut-être avec une grosse facture, mais après. Non. Voilà. Tu peux pas ça, mais voilà, il faut aussi remplir des conditions de poser les caméras, d'avoir une retransmission télévisuelle à la hauteur de ce qu'est devenu la National League, ce très bon championnat. Donc, ça doit grincer des dents du côté des instances dirigeantes pour que les travaux avancent. On espère que tout l'été soit très clément au niveau de la météo pour pouvoir peut-être récupérer une partie du retard, mais du retard, il y en aura, ça c'est sûr. On parlait des équipes là, qui donnent des récompenses à leurs joueurs du match. Et Anthony qui nous dit les Devils du New Jersey ont un casque de top scorer en feu qui se passe en fin de match depuis qu'ils sont venus jouer à Berne. Ce serait intéressant de voir si Nashville retournera aussi aux États-Unis avec un petit quelque chose suisse. Ouais, avec un capitaine suisse, il y a de fortes chances. Ils vont se passer un maillot du CP Berne. Tu sais, il y a une tête d'ours dans le BR Grabon, donc entre les vestiaires, peut-être qu'elle sera plus là au mois d'octobre. Parce que ça, c'est typiquement le genre de truc qui est assez dingue. Pour clore cette finale, je propose, messieurs, qu'on passe à notre nomination du MVP de ces playoffs et il y a eu débat. Oui, du débat. Je le montre ou on parle d'abord du débat ? On peut le montrer, je pense. Bon, allez, on va le montrer. David, vas-y. Oui, Jan Kovar, qui est notre choix final de ce MVP des playoffs, le joueur tchèque, a été un capitaine exemplaire, un leader sur la glace, 15 matchs de playoffs, 5 buts, 16 assists, c'est le meilleur pointeur de ces playoffs, mais pas que pour ça. Il a connu que 2 matchs sur ces 15 matchs disputés où il n'a pas fait le moindre point. Tout le reste, il a été
dans une part très active des performances de son équipe. Kovar, c'est aussi un joueur très physique, on le connaît maintenant, il n'hésite pas à aller là où ça brasse, à chaque arrêt de jeu, vous pouvez le voir. C'est un joueur intelligent parce qu'au final, il ne prend pas beaucoup de pénalités, mais il rentre dans la tête de ses adversaires, comme me l'a dit Gary lors de cette finale. Il est chiant à jouer, il est très fort, très solide, il a une vision du jeu énorme. Le seul petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'ait pas réussi à marquer le moindre but à son frère Yacoub dans cette finale. Mais au terme d'une saison régulière, on va dire presque décevante, parce qu'il avait fait 63 points l'année dernière, il en a fait 43 cette année, il a réussi à hausser son niveau de jeu. Et pour moi, c'est le joueur le plus utile à son équipe dans ces playoffs. On aurait pu entrer dans la discussion, et on va le faire maintenant, parce que les choix de mes collègues aujourd'hui n'étaient pas les mêmes. Mais au final, pour moi, le MVP porte son nom et Kovar, Kovar le mérite, je pense. Je pense qu'il le mérite aussi. C'est aussi donner des arguments pour passer de beaux soupers de famille. Il n'a pas battu son frère, il a attendu une cage vide pour marquer son seul but de la finale d'ailleurs. C'est très respectueux de sa part. En fait, dans le chat, bon, il y a Denis qui dit indiscutable. Thierry est surprise, un peu de sarcasme dans son cas. Je pense que c'était une évidence Kovar. Moi, personnellement, pour la finale, je vais dans le même sens que Morissette avec Dario Simeone. Pour les playoffs, j'ai un petit penchant aussi pour Giannoni, pour tout ce qu'il réalise en playoffs. Mais j'avoue que depuis 2 ans, Jan Kovar en playoffs est un joueur exceptionnel. Je pense qu'on ne pouvait pas se tromper en le prenant. Mais j'ai bien aimé aussi le choix de Pascal. Kovar, c'était pas mon choix numéro 1. Pour moi, c'est Joe qui a été... Qui mérite aussi ce titre. Il a fait des playoffs assez extraordinaires. Il a monté son niveau de jeu. On parlait presque de déception après la saison régulière pour lui. Il a su s'adapter. J'ai été regarder sur le nombre de buts qu'il a encaissé dans ses playoffs. Il n'y en a que 3 où il est sur la glace. Donc c'est plutôt pas mal. Il a un sacré différentiel, quelle que soit la statistique que l'on prend pour faire le différentiel, hein, que ce soit les goal for goal against ou les plus-minus. Il a marqué des buts, il a marqué des points. Certes, on le voit moins parce que c'est un défenseur et c'est le même problème qu'il y aura pour le trophée Hart avec Romagnosi. Voilà, que ça je le fasse. C'est le problème du défenseur. C'est quand le gardien est bon, c'est grâce au gardien, puis quand l'attaque est bonne, c'est jamais grâce au soutien des défenseurs. C'est pour ça aussi que voilà, j'aurais une préférence pour Joss, mais Kovar me va aussi très bien parce que... Bien sûr. C'est dur de ne pas être d'accord avec le choix de Kovar. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur le plateau. Fabien, Geoffrey, Stéphane, Alex ont tous voté Kovar aussi. Il y a plusieurs personnes. Aussi. Donc, voilà. Donc voilà, mais pour Joss, je suis d'accord avec toi, Pascal. Ça a été une des pièces maîtresses. Hanson, je l'ai trouvé moins bon dans l'entier de ses playoffs et même dans cette finale. Joss a été d'une régularité à toute épreuve, mais c'est comme au foot finalement. C'est difficile de récompenser du ballon d'or à un défenseur, c'est très rare et il est moins visible. Et comme le dit Georges-Henri dans le chat, Kovar, c'est le chef d'orchestre. C'est celui qui mène la danse. Oui, mais c'est aussi pour ça que ça me dérange pas. Il est responsable défensivement. Et ça, c'est pas la qualité des joueurs normalement qui sont des leaders offensifs. On oublie cette part de travail, mais Kovar, combien de fois était le premier attaquant à venir aider ses défenseurs et tout ça? Donc c'est un tout. Bien sûr, on parle de MVP des playoffs, parce que Morissette a peut-être raison que Simeone pourrait prétendre au titre de MVP de la finale. Moi, j'y serais pas allé avec un de ceux-là. Moi, j'y serais allé avec Klingberg, justement pour ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que quand il est rentré, il a changé le visage de Zug, comme Noah Rod l'avait changé, celui de Genève Servette contre Fribourg l'année passée. Anthony qui dit les MVP, c'est la colonne vertébrale de Zug, Kovar, Dios et Giannoni. Et puis il y a Denis qui nous dit Gross. On valide ça. Gross parce qu'il a sauvé l'équipe, point d'interrogation. Mais, messieurs, je pense que pour terminer le volet final de notre overtime, parce que ça fait quand même 56 minutes qu'on parle de cette finale, je terminerai avec le commentaire de Patrice qui dit en tout cas, le produit National League a pris de la valeur avec la qualité de cette finale. Ça a été, honnêtement, du début à la fin, un spectacle et un plaisir pour nous comme commentateurs de le vivre. Comme fans de hockey, encore plus, je pense. On a pris vraiment du plaisir à vous faire vivre, mais à le vivre nous-mêmes. David, tu parlais de l'ambiance à la Bossart Arena. Hier, après l'hymne national, j'avais des frissons, la chair de poule sur les bras, tellement c'était prenant cette ambiance. Ça rappelle des gros matchs qu'il y a eu en Romandie aussi, qu'on a pu voir, où le public s'investit complètement dans les matchs. Et
c'est vrai que ça a été une belle pub pour le hockey, mais je suis d'accord avec aussi certains commentateurs, dont Stéphane, pour nommer qu'un seul, et puis celui qui est chez nous. Faut faire attention, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'année prochaine, le niveau de la National League pendant la saison régulière, ce sera pas ce qu'on a vu sur ces 7 matchs. Ouais, mais on aura le temps de revenir sur Terre, Pascal. Oui, Et puis, on peut demander quand même que quelques playoffs prochains soient de très haute qualité comme ça. Ça peut devenir une tendance, hein, aussi. Pour oui, moi, oui. ça me va. Enfin, voilà. Mais j'ai hâte de voir avec les 14 équipes, est-ce que ça va vraiment diviser les bonnes équipes comme des Zug, Zurich, Fribourg qu'on a eu cette saison, des équipes dominantes, et le reste. Et les Mais 6 étrangers aussi, Joe, parce que certaines équipes pourront se payer 6 joueurs 6 étrangers étrangers, incroyables. ouais. D'autres miseront plus sur des choix plus stratégiques de dire, ah ben moi, il me faut un défenseur ultra défensif. Bah, c'est Et ce tout. qu'avait Donc, Fribourg d'ailleurs avec Vainho. voilà. Donc, il faut voir encore les moves qui vont avoir lieu. On fera un overtime, encore promis, avant la saison pour débattre de tout ça. Parce que On oui, oui, c'est pas un a scoop, déjà on hâte à parle l'an de saison prochain. 3. Ça fait une journée que ça Bah, fait même pas 24 heures que la saison est finie, on parle déjà de l'an prochain. Théoriquement, tous les contrats sont terminés au 30 avril. Donc hier, les joueurs ont joué pour bénévolement sous le salaire de leur nouvelle équipe. Donc voilà, hein, que vous sachiez, là-dessus, c'est une règle qui est devenue un petit peu chez tous les clubs, c'est que les contrats courent du 1er mai au 30 avril. Comme l'année passée, la finale se termine en mai, se joue en mai, et les joueurs ont joué pour leur ancienne équipe pour certains. Donc. Non, ils ont été payés, je vous rassure. Hein. Mais vous l'avez compris, on a fait quand même un bilan général de la finale et de cette saison qui a été magnifique parce que la saison régulière aussi a tenu en haleine. Oui, Langnau et Ajoie ont tiré un petit peu vers le bas dû à leur mauvaise performance, mais il y a eu du suspense jusqu'aux places 10, jusqu'à la fin avec ce retour d'Ambry. La première place a été intéressante, les places 5, 6, 7 aussi. On a eu, de manière générale, une saison 21-22 d'un très très bon cru. Bah, c'est simple, quand on entre dans la dernière journée, je crois qu'avec la place 1 de Zug et la place 9 de Lugano qui sont certaines, avec Langnau et Ajoie, comme tu le dis, pour les places 12 et 13. Mais ça veut dire que les affiches des quarts de finale, les affiches des pré-playoffs auraient pu être complètement différentes suivant la tournure des matchs. Et ça, je pense, c'est aussi relever le bon niveau de la saison régulière. Hein. J'ai été un peu critique tout à l'heure en disant que c'était l'arbre qui cachait la forêt, mais on a quand même eu une belle saison régulière, malgré, comme tu le disais David, les mauvaises performances de Langnau et d'Ajoie. Mais on a vu des matchs à suspense, on a vu des retournements de situation. On a vu Ajoie qui allait battre Zug sur sa patinoire. On a vu Zurich qui n'a pas réussi à gagner à Ajoie. On a vu Fribourg faire une série de 10 victoires. On a vu Genève être incroyable aussi après le changement d'entraîneur. On a vu Lausanne connaître un mois de janvier, février, mars jusqu'au playoff absolument démentiel. Ambry, tu l'as dit, il y a eu du choix. Bienne a été très bon aussi en début de saison. On va pas oublier Bienne dans ce que je cite. Hein. Donc voilà, 8 victoires de suite au début, c'était fou. Mais qu'est-ce qu'il a manqué? Un club roman en finale peut-être? Mais quoique, quand on voit la finale qu'on a eue, on se dit qu'on était déjà très gâtés. Si on prend pas de parti pris, c'est difficile de demander une meilleure finale que ça. Si par contre on parle suisse romand, évidemment c'est décevant de toujours pas avoir de titre suisse romand. On ne peut que se souhaiter ça dans un avenir rapproché, je l'espère profondément. Mais je pense que les fans de hockey suisse romand qui encouragent les clubs suisse romands ont été gâtés. Parce que Genève a connu un début de saison affreux. Mais après, tout ce qu'ils nous ont montré, la course au pré-playoff, la course au playoff, c'était hyper intéressant à suivre, à vivre. Même chose pour Lausanne. Fribourg, saison exceptionnelle, 10 victoires de suite, faut pas l'oublier, là. Le fameux 10 victoires de suite, les fans fribourgeois vont s'en souvenir longtemps. La deuxième place au classement qui s'est jouée à la toute dernière journée parce qu'on espérait terminer premier. Il y a des choses dans ce hockey qu'on a eu cette saison qui sont mémorables pour les fans. On a été gâtés, on a eu une bonne saison et je n'en souhaite qu'une meilleure l'an prochain avec des luttes tout aussi intéressantes pour les playoffs. Il y a Patrice dans le chat qui dit quelques nouveautés au niveau de MySports l'année prochaine, nouvelles émissions. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi Patrice et à tous ceux qui sont nos grands suiveurs et tous nos abonnés, bien sûr. Hein. C'est nous qui vous remercions aussi d'être toujours là et puis d'essayer de nous pousser à être meilleurs.
Pour les nouveautés, on travaille déjà dessus. On n'a pas attendu la fin de la saison. C'est depuis la saison prochaine le début d'un nouveau contrat de bail pour nous de 5 ans qui a été renouvelé avec la confiance de la Ligue. Alors vous imaginez bien qu'on va vous préparer quelques nouveautés, mais vous imaginez aussi bien qu'on ne va pas vous les dire aujourd'hui, 2 mai, de vous dévoiler ce que l'on fait. On va d'abord laisser Joe, Pascal et quelques-uns encore chez nous transpirer sur les playoffs de NHL, prendre un petit peu de vacances parce que toute l'équipe MySports en a aussi grandement besoin. Et on reviendra très, très aspiré et très fort dès août prochain. Je n'ai pas dit septembre, août prochain. Il y a un championnat du monde de moins de 20 ans. Les premiers matchs amicaux, on va couvrir tout ça. Et bien sûr, le début de la saison de National League qu'on se réjouit grandement de vous faire vivre. Ah, puis Vladi le signal, hein, la saison prochaine, pas de Swiss League en saison régulière, en tout cas. On sait que ça discute encore. C'est mon regret hein, de ne pas pouvoir continuer avec la Swiss League qui prend une trajectoire différente via streaming. On ne va pas rentrer plus dans les détails et tout, mais voilà, on a eu énormément de plaisir à faire 5 ans de Swiss League, à promouvoir la 2e division helvétique. C'est quand même pas dans tous les pays que le diffuseur officiel met comme ça en avant de très belle qualité la Swiss League. Et ça a été une belle aventure, mais vous inquiétez pas. Hein. Les clubs, on ne les oublie pas non plus. On a eu très très belles aventures dans les différentes patinoires et on espère qu'un jour ça reviendra. Alors, avant que ça, on va quand même dire l'émission elle continue. Hein. On n'a pas fini Overtime parce que pour l'instant, on a l'impression. Quand même à tout le monde qui nous remercie pour la saison. Merci à vous, comme l'a dit David. Nos émissions comme ça en live, elles existent parce que vous participez, parce que vous êtes nombreux à nous écouter. Vous participez, vous êtes partie prenante de ces émissions-là et c'est pourquoi on prend autant de plaisir à les faire. Voilà, et puis pour répondre à Patrice par rapport à Linus Mark, on ne sait pas encore. Et comme Luleå est toujours engagé en finale de SHL, Genève va attendre peut-être de communiquer une fois qu'ils se seront assis avec lui pour savoir aussi comment ça se passe au niveau de la personne dans sa famille qui avait des problèmes de santé. Parce que on rappelle, c'est pour ça qu'il est reparti en Suède pour la saison. C'est clair. Voilà. Merci de la précision. Et là, la boîte de mouchoirs, je la sors pas encore pour s'essuyer les larmes de se dire que la saison est terminée. Ça fait quand même spécial. Hein. Pour Joe et moi, la saison elle n'est pas encore terminée. Les vacances tu sont à temps. On parlait de National League. Ça fait quand même un grand vide de ce rythme qu'on a eu. Bien sûr, vous avez les playoffs de NHL encore, les gars, mais ça, c'est une autre question. On parle un petit peu des transferts qui se sont mis en place ces derniers temps. Il y a quand même quelque chose à dire. Voilà, et on va commencer avec le HC Ajoie. Le HC Ajoie qui a vu les départs, alors vous me corrigez si j'en oublie, hein, Daniel Eigenman et Lou Bogdanov qui partent à Viège, Kai Schwery qui part à Chaux-de-Fonds, et puis les arrivées qui ont été annoncées, celles de Jan de Rungs en provenance de Turgovie, de Kevin Fay et Lilian Garessu en provenance de Bienne, de Kevin Peson en provenance de Winterthur, et ce matin, Damiano Ciaccio en provenance d'Ambry. Julien Collère aussi en provenance de Bienne. Oui, il y a aussi Thomas Thierry, mais c'est les dernières. Hein. Oui, ça a été annoncé pendant les playoffs. Moi, je t'ai rendu plus loin. Moi, je retire voilà, oui, parce qu'il y a Thomas Thierry en provenance de Berne. Il manque Arnaud Schneck qui ne sera pas conservé par Ajoie, qui doit se trouver encore un club pour la saison prochaine, mais tu as bien résumé ça. La bonne nouvelle, je pense, Ciaccio devant la cage, comme ça, on brûle pas une licence étrangère pour avoir un deuxième gardien de but qui a tant manqué la saison dernière. C'est sûr que c'est pas le niveau d'un Benjamin Konz parce qu'il y avait beaucoup de discussions. Ambry, s'il re-signait le gardien finlandais Juvonen, allait se débarrasser d'un des deux. Évidemment, d'avoir un Konz aurait été peut-être un peu mieux, mais avec son historique de blessure, je pense que Ciaccio au moins devient une doublure à Wolf qui est intéressante. Et on peut mettre les 6 étrangers comme patineurs, que ce soit 3 défenseurs, 3 attaquants ou 2 défenseurs, 4 attaquants. Moi, je pense que ça va être 2-4. Mais on commence à avoir un top 4 du moins des niveaux défenseurs qui ressemble à un top 4 de National League, malgré le fait qu'il manque encore de la profondeur. Et avec 4 étrangers en attaque, on commence à avoir une équipe qui ressemble plus à une équipe de National League, de fond de classement toujours, mais plus compétitive que la saison dernière. Pour moi, le bon move, on va dire les bons moves, il y en a 2 pour moi. Le premier, c'est d'avoir convaincu Kevin Fay de revenir à la maison. Je dis à la maison, même s'il n'est pas jurassien. Il habite Châtillon. Maintenant, il est jurassien.
Il a participé déjà par le passé à certaines épopées du HCA. Kevin Fay aussi, c'est pas un secret, le laissait aussi transparaître et son entraîneur aussi, Antti Turminen, n'ont jamais eu une entente folle quand Turminen était à la barre. Et regardez la défensive aussi du HC Bienne, c'est énormément renforcé et le rôle de Kevin Fay a baissé aussi au fil des années. Et Ajoie a su logiquement venir lui susurrer à l'oreille qu'il aurait un autre rôle au HCA, d'autres responsabilités. Et il a donc décidé de casser son contrat. On va dire c'est quand même assez fort hein, de pouvoir sur ça. Il avait quand même une garantie à Bienne de venir chez l'équipe qui est quand même lanterne rouge de championnat et qui était le néo-promu. Mais c'est à l'image aussi du joueur, Kevin Fay, qui a un grand cœur, qui est aussi sensible à tout ça et qui se dit qu'il va peut-être pouvoir aider le HCA à grandir sur le prochain terme. Je pense qu'au moment où il est rendu dans sa carrière, il a pensé tout d'abord à lui, qu'est-ce qu'il voulait comme rôle dans une équipe. Je pense qu'il se sentait pas nécessairement prêt à jouer un rôle de soutien en défense ou de pas jouer tous les matchs. Là, pour le nombre de saisons qui lui reste au plus haut niveau, il s'est dit, je vais aller jouer un rôle important dans une équipe, développer une équipe, peut-être leur permettre de rester en National League à long terme. Et c'est tout à son honneur parce que c'est un gros contrat qu'il laisse sur la table à Bienne, qu'il a rompu. Mais c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour Ajoie. Et moi, l'autre bonne nouvelle, c'est de donner un contrat de National League à un joueur qui émerge en Swiss League. C'est ce qu'on dit depuis le début, que Ajoie doit se nourrir de ça. Ils connaissent bien le championnat de Swiss League. Ils savent qui sont peut-être les joueurs qui ont du potentiel. Et de donner un contrat à Yann Derungs, qui, depuis 2 ans, est incroyable, surtout cette saison. 43 buts. J'ai dit buts, hein, j'ai pas dit points cette saison. C'est un gars qui ne va pas biser à côté du but la saison prochaine si on le met dans de bonnes conditions. Bien sûr qu'il aura un temps d'adaptation, que tout va aller plus vite pour lui, mais certains joueurs ont montré au début qu'il y avait quand même la possibilité de s'adapter. Thibaut Frossard a été très bon pour prendre cet exemple, par exemple. Donc, à Derungs, mis peut-être top 6 à l'aile de 2 joueurs étrangers, ce n'est pas une mauvaise idée non plus, à mon avis. Non mais j'aime bien ce que tu rappelles, parce qu'on avait critiqué Ajoie lors de la signature de Scheidegger à Fribourg en disant c'est ce genre de joueur que Ajoie doit aller chercher. Là, avec Derungs, avec Garessu, avec Beson, c'est exactement ça. Ce sont des joueurs qui n'ont pas encore eu leur chance en National League réellement. Alors Beson est un peu plus vieux, il a 27 ans, mais j'en parlais avec Gary en allant à un des matchs à Zurich, il me disait c'est un joueur qui est très intelligent, qui sait ce que c'est un système, qui comprend son rôle, qui va pas être forcément le gros buteur, tout ça, mais il va être bien dans son rôle en 4ème ligne, il va pouvoir apporter quelque chose à Ajoie, et forcément, c'est des joueurs qui coûtent un petit peu moins cher. Et qu'est-ce que doit faire Julien Vauclair? Maintenant, il doit donner de la profondeur à cette équipe. Exactement, parce que et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il y a des blessures et tout ça, qu'il y en a qui aiment pas beaucoup à Ajoie, ça devenait très compliqué. Ça explique aussi la longue série de défaites et le moral qui baisse dans les chaussettes. Donc, il faut de la profondeur, il faut de la concurrence à l'entraînement. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Et en Ajoie, vous savez, c'est une petite région et tout. Tout se sait assez vite. C'est difficile de garder le secret. Donc, on nous pose la question de l'entraîneur. Pour l'instant, pas de noms qui ont filtré. Julien Vauclair a fait le point dans la radio jurassienne RFJ vendredi en disant qu'il avait 4 dossiers encore sur la table pour faire son choix. Un Scandinave, un Canadien, un Suisse et je ne sais plus qui est le 4e. Mais, un Français. Un Français, oui, c'était Yorick Trey exactement. Alors donc, moi, je sais pas où ça en est, mais dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui est plus trop proche d'Ajoie, on va dire ça comme ça, mais il y avait la possibilité d'un duo pack avec un joueur cité dans les transferts. Et un papa entraîneur. Yogi, tu dis? Kevin Fay, il n'a pas son papa qui est entraîneur? Enfin voilà, mais moi ce que je voulais dire, c'est que tout se sait en Ajoie. Regardez Kevin Fay, quand l'annonce a été faite quelques jours avant, on nous a rapporté qu'il avait été aperçu à Halle, proche d'une entreprise chère au président du HCA. Donc vous voyez, il y a des choses qui remontent dans ces petits coins de pays aussi peut-être plus facilement. Donc rien à filtrer pour le nom de l'entraîneur pour l'instant. Si c'est le nom scandinave, bien difficile de se prononcer sur qui ça peut être. Je sais pas. Ils ont quand même pas fait sauter et gagner à l'euro million.
Mais pour les non-suisses, bah, on a écarté en tout cas Pelletier, on a écarté. Pelletier, c'est sorti que c'était pas lui. Je crois que bah, c'est dans la même interview que Julien Vauclair dit clairement que ce sera pas lui. Voilà, mais après, bah, il y a plusieurs encore qui sont disponibles. Moi, j'ai toujours, ça c'est un sentiment purement personnel, mais toujours assez bonne confiance que Patrick Aymon puisse être le coach du HCA. Je- Ça, c'est peut-être un des 4 candidats. Moi, j'espère aussi qu'au niveau étranger, on va aller chercher de l'expérience et du talent pour aller avec DeVos, Hazen, Asselin et le Duc. J'ai beaucoup aimé le Duc comme défenseur. Maintenant, peut-être un défenseur plus défensif. Un défenseur un peu comme Fribourg est allé chercher. Plus stay at home parce que le Duc est un peu plus offensif. D'avoir deux complémentarités comme ça et d'avoir un attaquant, là, vraiment un attaquant top 6, dominant, qui peut passer pour Asselin, qui est un bon franc-tireur. Tu laisses DeVos et Hazen sur le premier trio et tu viens d'avoir deux très bons premiers Mais trios. tu prends plus un allié ou un centre? Parce que ton centre 1, c'est De Vos. Après, tu as Ezen qui est là, tu as Asselin qui est là pour marquer aussi les buts en condition. Et ton centre 2, c'est Frossard. Donc, tu devrais peut-être prendre un centre étranger pour pouvoir donner moins de responsabilité aussi à Thibaut Frossard. Moi, personnellement, je dirais avec un centre, c'est le joueur. La ligne de centre, c'est le pilier de ton équipe. Ça part avec le gardien de but, tes défenseurs, ton top 4 défensif et ta ligne de centre. Frossard, dans un troisième trio avec un peu de profondeur, pourrait quand même bien jouer. Est-ce qu'il pourrait jouer à l'aile sur un deuxième bloc avec un centre étranger et Guillaume Asselin? Les combinaisons sont... Un centre, de le déplacer à l'aile est plus facile qu'un ailier de le déplacer au centre. En fait, c'est pas faisable de faire un ailier au centre. Il faut vraiment que tu aies des qualités, que tu aies joué au centre toute ta vie. Donc, un étranger centre, pour moi, serait hyper important pour justement solidifier la ligne de centre. Parce que si tu as DeVos, un autre étranger et Frossard comme 3 premiers centres, ça commence à avoir de la gueule. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pour Pour revenir sur les transferts, moi, comme le départ de Keish Ferry, moi je trouve que c'est... Là, Ajoie n'a pas été bon. Parce que c'était un des... Sur les derniers matchs, c'était celui qui, sans s'afficher sur la feuille de pointage avec des buts, des assists, mais il avait le rythme de National League. Tu voyais qu'il était... qu'il avait ce sens du placement. Et il est pas si mauvais que ça. Il produit pas beaucoup. Mais c'est un joueur qui a de l'expérience de National League et qui aurait encore pu être utile dans cette équipe. On parle de profondeur. Oui. On parle de profondeur et d'expérience. Et il a du talent. Est-ce qu'il est à son plein potentiel? Non. Mais il a cette expérience. Il amène cette profondeur. Justement, jouer avec Frossard sur un troisième bloc, ça aurait pu être pas mauvais. Et je pense pas qu'à la Chaux-de-Fonds, je pense pas que l'offre de la Chaux-de-Fonds était supérieure à ce qu'on Moi non aurait plus. pu offrir Non, mais le la Chaux-de-Fonds HCA. était malade de le faire venir. Oui, C'est ce que oui. Chaux-de-Fonds avait déjà fait l'année dernière en engageant par exemple Loïc Albon ou Tom Anderson, qui était aussi convoité par le HCA. Donc le HCC, c'est parler et c'est se faire entendre en tout cas. Pour le nom d'entraîneur, bah, ça devrait arriver d'ici peut-être 2 semaines. Hein, nous faisait laisser entendre Julien Vauclair. Ces 4 noms sur la table, un des 4. Je ne vais pas le dire, c'est des rumeurs, mais on m'aurait laissé entendre que c'est quelqu'un avec qui Julien a joué. Il était sur le banc à Lugano comme assistant, puis il a aussi joué à Ajoie une saison. Je vous laisserai chercher. moi, j'ai déjà assez de recherches aujourd'hui, David. Pascal, moi, j'ai la félicitations. sieste après-midi. Je veux dire, là, Il peut me contacter. Non, mais parce que- chaud, froid. Parce que je me demandais si tu répondais en même temps aux commentaires de Patrice qui nous parle, mais lui n'a pas le nom qu'il donne n'a pas joué à Ajoie, c'est Ville Peltonen. Mais Oui, je non, connais mais pas oui. le statut contractuel de Ville Peltonen avec. Le problème à Ajoie, ce qu'il faut vous dire, c'est aussi le contrat. On ne peut pas offrir des milliers des cents. Quand tu disais Grunborg, j'ai souri. Non, mais y c'était a une pas de boutade. Je savais très bien qu'il C'était rigolait, une mais boutade. il n'y a pas de Bosch là, qui sort dans le chat. c'est une très très bonne. Non mais T'as mis ta poker face. en fait, j'ai l'impression que tu parles du même joueur que moi tout à l'heure, mais que t'as pas forcément fait le lien. Du père d'un joueur qui a été signé.
qui a aussi Hmm. coaché à Lugano et qui a aussi joué avec Julien Lugano. Attends, là, tu me fais remonter un petit peu dans... Bah, je te rappelle les signatures de Rungs, Fay, Garessu, Beson et Tchatcho. Boson. Bon, on sait que quand tu veux faire venir un entraîneur tricolore, c'est compliqué. On l'a vu avec Yorick Trey, hein. C'est toutes des démarches aussi administratives qui doivent être faites. Et enfin, moi, je trouverais bien, hein, forcément, d'avoir Philippe Boson entraîneur. Il fait du très, très bon travail avec l'équipe de France. Mais du moment que tu as jeté ton dévolu sur Yorick Trey, voilà. De ce que j'ai pu entendre, alors, je me suis pas renseigné auprès des gens qui connaissent bien la fédération française que je connais, mais apparemment ce serait la dernière année de Philippe Beson à la tête de l'équipe de France. Donc voilà, Intéressant. c'est On pourrait être surpris. voilà. Et en tout cas qu'on va lui plus vite que toi, David, dans le chat. Ouais, j'aime bien parce que nos abonnés sont très rapides à réagir et en effet, Patrice Bosch, Pat Bosch, était l'assistant de Serge Pelletier à Lugano et il a beaucoup collaboré aussi avec Julien. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais, bien sûr. Et puis, bah, forcément, sur nos réseaux sociaux, vous retrouverez la nouvelle. Et puis, on essaiera peut-être de parler soit avec le nouvel entraîneur, soit avec Julien Vauclair une fois que la décision sera tombée. Et à vous proposer ça sur nos différentes plateformes. Bah, il y a un entraîneur, on va faire la transition puisqu'on a parlé du HC La Chaux-de-Fonds qui n'ira pas à Ajoie mais qui part de La Chaux-de-Fonds, c'est Thierry Paterlini. C'était annoncé aujourd'hui, 2 ans à Langnau. Et là, ça fait de la concurrence dans l'arc jurassien pour un poste d'entraîneur, hein. Ben, moi, je trouve que c'est un coup dur pour le HCC parce que Paterlini, quand il est arrivé, on pouvait se montrer un petit peu sceptique, mais en 2 ans, a fait de l'excellent travail et avec Loïc Bourkelter, on travaillait très juste pour amener cette équipe où elle s'est située cette année, c'est-à-dire troisième et en demi-finale. Donc, je pense pas que c'était ce qui était prévu dans les plans non plus du club neuchâtelois de perdre son head coach, mais Paterlini, forcément, a de l'ambition et je l'aurais personnellement vu avant que ça sorte du côté de Cloton, où il a encore sa famille, je crois, femme et enfants, dans la région zurichoise, que d'aller à Langnau. Mais Cloton a Mais très vite dit que ce serait pas lui. voilà. Mais finalement, opportunité il y a et il l'a saisi. Puis aussi, on doit aussi saluer finalement la permission donnée par Chaux-de-Fonds de pouvoir partir. C'est peut-être une histoire de clause aussi, hein. On ne sait pas toutes les natures du contrat, mais en tout cas, Chaux-de-Fonds réagit avec honneur dans ce qui se passe en ce moment et devra se mettre à la recherche d'un entraîneur. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est libre, je crois. Tu parles avec quelqu'un qui ça commence par S et puis son nom de famille se termine par I, c'est ça? Qui a déjà coaché au HCC? Non, je pensais à G.S. Ah oui, il a aussi coaché au HCC. Ah, il m'a quand même dit qu'il avait un petit œil plutôt sur la National League que sur la Swiss League pour retrouver un emploi et qu'il en même n'était temps, pas pressé, Ouais. Bon, Mais en tout cas, c'était avant que Paterlini parte à Langnau, donc ça Mais peut, en ça même peut temps, peut-être moi, changer moi, je ses pense idées. que le HCC n'a pas le choix, au moins, de l'appeler, de voir son intérêt. T'as quelqu'un qui vit tout près, qui a Qui connaît le connu club. passablement de succès en Swiss League, qui parle français, qui connaît le club. L'association régionale, même si c'est pas, même s'il vit pas à Neuchâtel, mais dans le Jura, Bien sûr. francophone, tout ça, pour moi, ça ferait un non-sens de au moins pas l'appeler. Bah, disons que c'est. Ouais, désolé Gary, c'était peut-être pas tous les pas que j'en parle, mais il m'a expliqué que quand il a été licencié, son dossier a terminé sur le bureau d'un directeur sportif qui cherchait un entraîneur pour la saison prochaine, qu'il l'a appelé plutôt par politesse parce qu'il était déjà quasiment en train de signer son entraîneur pour la saison suivante. Mais il lui a dit, ouais, bah, si tu avais été disponible plus tôt, tu aurais été mon choix numéro 1. Non, ça a du Donc sens, voilà, surtout que Gary, quand il est parti des Mélèzes après cette saison, il a aussi tiré le club vers le haut, que la direction désormais a changé, que c'est Olivier Calam qui est à la tête. Loïc Bourcalter n'était pas là aussi à l'époque, donc c'est tous des gens assez lucides et ouverts d'esprit pour se dire que ça pourrait être un très bon choix. Après, il faut se mettre à table, discuter. Ça, c'est le choix facile. Après, peut-être que le HCC veut partir aussi sur une autre piste ou un entraîneur étranger. On a vu qu'avec Fjerdström, c'était pas la meilleure solution non plus qui avait été faite. Donc peut-être partir avec des garanties, ça peut être pas mal.
Après, rien n'est fait. Voilà. Après, je suis d'accord avec Vladi. Gary mériterait un club de National League. Parfaitement d'accord, mais je pense que pour le HCC, tu Je vous rappelle que le t'appelles, HCC tu sondes ambitionne de quand même, l'intérêt. En même temps, le tu veux HCC coacher, je pense. ambitionne de remonter en National League d'ici 2025 avec une nouvelle patinoire, un projet et des ambitions revues à la hausse. Donc, Et comme entraîneur, tu veux coacher. Donc, si y a un projet qui parle à Gary, de rester sans emploi ou d'avoir un job de coach, ce sera à lui de voir ce qu'il préfère. Si sûr. l'offre est bonne, si offre il y a, bien Si sûr. offre il y a, si l'offre est bonne et si lui a intérêt, il y a intérêt aussi de sa part. Parce que c'est ça aussi, ils peuvent le contacter, mais peut-être qu'il n'est pas intéressé à y retourner, puisque justement il veut garder un œil sur la National League, C'est un tout. d'autant plus qu'il est toujours payé par Les le prochaines HR. semaines s'annoncent intéressantes, Ah oui, messieurs. oui. Même chose, hein, quand ce sera signé, on essaiera, on vous tiendra au courant bien évidemment sur les réseaux sociaux, puis on essaiera peut-être de contacter Luc Burkhalter ou le nouveau coach pour faire une interview et vous proposer ça sur nos différentes plateformes. Voilà. Bien sûr. Comme Bien ça, sûr. tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Il y a un autre club qui a fait pas mal l'actualité ces derniers jours avec des transferts. C'est le Lausanne Hockey Club. Alors, comme avec Ajoie, je vais essayer d'être complet dans ma liste des transferts récents, je précise. Attention, sinon Joe il te saute à la Voilà, gorge. sinon je vais sauter à la gorge. Je tiens à terminer l'émission vivant. Donc, le départ de Francis Paré a été acté du côté de Viège et confirmé les arrivées de Geloac en provenance de Rapperswil, de Pounenovs en provenance de Langnau, la prolongation de Damien Ria qui n'est plus en prêt de Washington. Et alors celle-là c'était plutôt une surprise, Robin Kovac, le Suédois en provenance de Rebro, et encore le cas Théo Rochette en provenance des Remparts de Québec qui a un gros point d'interrogation quand même toujours parce que ça dépend encore du repêchage de la NHL, ça a été bien précisé par Stéphane, par Théo dans les médias, par le Lausanne Hockey Club aussi a posteriori, mais il fallait confirmer puisque le Lausanne Hockey Club va lancer sa campagne d'abonnement, donc il fallait annoncer des noms. Tout simplement. Et après, rien n'empêche, là, je fais une petite parenthèse, rien n'empêche que s'il est drafté, le club dise tu peux rentrer quand même à Lausanne, on te prête à Lausanne, un peu comme Ria avec Washington. Par contre, à la différence que Ria, Washington n'avait plus de Il a pas réellement... était sous contrat, mais ça veut pas dire parce que si Théo est drafté là, si je ne m'abuse, il est pas obligé de signer tout de suite. Là. Il a un petit délai parce qu'il est encore admissible à 1 an junior. Donc, il Mais pourrait... c'est pas un an en overage? C'est ça que je suis pas certain. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas acté encore pour Théo, mais il est sous contrat avec Lausanne, donc il a signé son premier contrat professionnel. Je me tourne vers toi, Pascal, parce que Robin Kovac, c'est bien beau, j'ai regardé ses statistiques sur Elite Prospect, par contre, je l'ai jamais vu jouer. David, je sais pas dans ton cas si tu l'as déjà vu jouer. Est-ce que tu connais un peu le joueur? Alors un tout petit peu. Là, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu jouer au Rebro, donc c'est compliqué de vous expliquer son style de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui a une histoire un petit peu compliquée. Hein. Il a perdu un ami dans un accident de voiture auquel il a participé il y a de ça quelques années. Ça l'a profondément marqué. Ensuite, les journaux suédois ont rappelé que c'est un joueur qui a des problèmes qui souffre de troubles de l'attention, tout simplement. Ça ne l'empêche pas d'être un bon joueur de hockey, mais parfois il peut avoir des petites absences. Hein, c'est le fameux ADHD en anglais. Voilà. Autrement, c'est un joueur qui progresse depuis qu'il est parti de l'ULEO. Pour Rebro, ces deux saisons et demie dernières, il a énormément progressé. C'est un joueur qui a été très important pour son club au niveau sportif, aussi au niveau merchandising, parce que les responsables des réseaux sociaux de Rebro aimaient bien le mettre en photo et en valeur, que ce soit avant les matchs, pendant les matchs, pour du merchandising et autres. Il est assez photogénique pour ça. Donc du côté du Lausanne Hockey Club, vous pourrez l'utiliser pour vendre vos maillots, vos t-shirts, vos polos et tout le merchandising, ça passera assez simple. Non, mais autrement, pour moi, c'est un joueur qui devrait réussir en National League. Il n'a pas fait la saison passée 41 points, marqué 21 buts en SHL par hasard en saison régulière. Quand je dis la saison passée, c'est 2021-22, donc celle qui vient de se terminer, ou qui est en train de se terminer. Voilà, c'est... Comme tu dis, Pascal, un joueur qui a des troubles de l'attention, mais pas des troubles de la vision, parce que pour aligner 20 buts, non, 41 points en SHL, c'est une sacrée performance. Donc, on peut quand même compter sur le recrutement du Lausanne Hockey Club pour armer C'est un joueur qui n'a pas réussi en Amérique du Nord, par contre.
Il a essayé sa chance, mais comme beaucoup de joueurs, timing is everything. Il a été drafté par les Rangers de New York. Il a donc été parqué à Hartford. Il a connu une saison à Hartford qui n'a pas été terrible au niveau comptable. Mais il n'entrait pas comme Damien Ria, il n'entrait pas dans les plans de Washington, il n'entrait pas dans les plans des Rangers à long terme. Et donc, il est retourné en Suède. Il a fait son expérience en Amérique du Nord. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va pouvoir amener quelque chose au Lausanne Hockey Club sur la glace, dans son style de jeu. Alors, il ne faut pas s'attendre à un power forward à la C4, par contre, hein, c'est pas le style du bonhomme. Mais voilà, 21 buts en SHL, c'est pas anodin. Moi, ce que j'aime beaucoup, messieurs, c'est qu'il a 25 ans. Il a signé jusqu'en 2024-2025, donc c'est 3 saisons, si je ne me trompe pas, avec Lausanne. À 25 ans, il va avoir 26 le 16 novembre. Il arrive dans les meilleures années de sa carrière. Où, oui, il va s'adapter au style suisse, qui est un petit peu différent du style suédois. Mais il arrive c'est pas un joueur fini, c'est pas un joueur... Au contraire, c'est un joueur dans la fleur de l'âge à 25 ans, 26 ans, début de saison prochaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. C'est une bonne cible, je trouve, pour Lausanne. C'est ce genre d'étrangers-là qui vont être profitables avec les 6 étrangers. On doit aller chercher ce genre de joueurs-là. Et puis au final, est-ce qu'on est déçu des Suédois qui sont venus dernièrement en National League, que ce soit Hansson, Joos, Azug, Tom Ernest il y a quelques années à Genève. Généralement, les joueurs suédois s'adaptent plutôt bien à notre championnat, même avec des entraîneurs qui ne sont pas suédois ou scandinaves qui les dirigent. Donc voilà, c'est un joueur qui va être intéressant dans son style de jeu. Bon, qui sera on parlait de concurrence à construire à Ajoie. C'est pas ce qui va manquer à Lausanne par contre. Moi, c'est les défenseurs. Quand je regarde les défenseurs, là tu as Jelovac que tu rajoutes, Marty, Eldner, Glauser, Gernat, Gennady, Frick. La saison dernière, ils ont mis Holdener aussi en défense, si je me trompe pas. Oui. Et tu as un certain Barberio qui est encore sous contrat, qui n'a pas été re-signé en KHL, donc à voir ce qui va se passer. Mais si je compte bien, ça te fait 9 défenseurs là, pour 6 places. Et puis des légers hein, au niveau des défenseurs, à l'exception. Glauser est le plus léger là-dedans. Hein. Ils vont devoir placer des joueurs et trouver des compromis au Lausanne Hockey Club, et on sait que l'été sera encore bien occupé. Et quand tu regardes l'âge des défenseurs, Marty 27, Jelovac 27, Eldner 25, Glauser 26, Gernat 29, Gennady 34, Frick 27, Barberio 32. C'est une jeune brigade défensive. C'est des gars qui veulent des grosses minutes. Il va y avoir une sacrée bonne concurrence pour les postes de défenseurs. Il va y avoir une compétition à l'interne qui peut être bonne ou nocive pour certains joueurs parce que il y en a certains qui verront pas beaucoup de glace dans tout ça, beaucoup de temps de jeu, mais il va falloir qu'ils prennent des décisions aussi parce que tu peux pas arriver avec autant de défenseurs niveau National League. Moi j'aime bien ce que tu relèves par rapport à l'âge, Joe, c'est qu'ils sont tous dans la fleur de l'âge. Au niveau défensif, à part Gennady qui est un petit peu plus vieux. Mais ça veut dire que John Foust aura une brigade défensive qui est à son plein potentiel. Donc ça va être intéressant aussi là-dessus. Et je suis aussi d'accord avec toi, David, il y a de la concurrence en défense, mais aussi en attaque. Cette année, on peut leur pardonner leur fait d'avoir cherché toute la saison une certaine constance. L'année prochaine, il n'y aura plus trop de pardon parce que l'ossature reste la même, la ligne directrice reste la même. Donc, on verra peut-être vraiment de quoi est capable ce Lausanne Hockey Club construit de cette manière-là, et fort belle manière, hein, parce que c'est des bons noms, il y a beaucoup de monde, et il va falloir trouver un rôle à chacun maintenant. Oui, on est en train de regarder. Météo a encore droit à une année junior. Okay. Ça, il a encore le droit. Son année de 20 ans, techniquement, il peut la jouer. On regardait l'âge justement de Théo là, qui a 20 ans en ce moment, mais il est encore admissible pour une saison de 20 ans. Ça c'est bien sûr toutes les discussions qu'il doit avoir avec son entraîneur Patrick Roy et tout, mais de peut-être venir jouer et se tester avec les adultes serait aussi une bonne option, que ce soit en HL, voire de revenir au Lausanne Hockey Club. Mais après, il y a des camps d'été, des solutions, des portes qui vont s'ouvrir. Donc là, la discussion, hein, TVA Sport plaçait qu'il était encore de loin pas revenu en Suisse. Non, c'est pour ça. Ouais, moi, dans son apprentissage, Théo, je pense qu'il
doit commencer à jouer avec des adultes. C'était un jeu plus physique. C'est peut-être ce qui fait défaut dans son jeu. Je sais qu'au Québec, il est souvent critiqué parce qu'il ne va pas nécessairement dans le trafic. Il ne joue pas le jeu physique. Mais de jouer avec des adultes, tu apprends, tu progresses. Là, il a 99 points en 66 matchs. La saison est terminée là-bas. C'est une saison exceptionnelle. Oui, bien sûr, là, ce qui lui reste, c'est de l'expérience de play-off. Souhaitons-lui un titre parce que les Remparts ont terminé premier au classement général. Ils sont en bonne position pour se battre, à tout le moins pour une place en finale. Ça va être difficile. Il y a des très bonnes équipes dans leur division. Ils vont rapidement jouer contre des grosses formations. Mais dans son cheminement, le hockey professionnel doit arriver pour Théo. Jouer une saison, justement, sa saison de 20 ans, là, il va avoir 20-21 à cheval sur les 21 ans. Est-ce qu'il a encore à apprendre? Il va faire quoi? 115 points? Il va jouer contre des joueurs qui ont 17, 18, 19 ans. Et là, il est 2 ans au-dessus. C'est pas à son avantage, moi, j'ai l'impression, de rester junior. Après, on a la question de Thierry qui demande on peut s'attendre à quoi d'un jeune talent comme Théo Rochette? C'est difficile, ça va être de l'adaptation pour lui. C'est un jeu qui est complètement différent de jouer professionnel versus pro. Tu joues contre des gars qui ont 30 ans, 35 ans, qui jouent depuis 10 ans dans la même ligue. Toi, tu arrives à 21 ans, à 20 ans, c'est sûr que ça va être de l'adaptation. C'est pas parce qu'il y a des statistiques similaires à Sven Andrighetto junior qu'on doit s'attendre l'an prochain, s'il est en Suisse, à voir Théo Rochette comparable à Sven Andrighetto. Il faut rappeler que Sven Andrighetto, en ce moment, il est quoi, à 28 ans, 20... Et ça lui a pris du temps avant de se développer et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui chez les professionnels. Aucun doute que Théo a des énormes qualités qui fera carrière, que ce soit en Amérique du Nord ou surtout en Suisse. Carrière, il aura peut-être pas trop d'attentes à placer sur lui non plus au début. Hein. Ça tue des fois certains joueurs. Hein, ouais. Disons que moi, pour son développement, le fait de venir en Suisse, il y a le risque qu'il soit parqué en Swiss League par Lausanne, parce qu'il y a quand même pour l'instant 18 attaquants sous contrat pour 12 places. On parle de concurrence. On parle avec Stéphane, vous savez, mais... Oui, mais je sais que Stéphane, lui, l'option numéro 1, c'est de toute façon jouer avec des adultes. Voilà. C'est ça qu'il essaye de lui faire comprendre, parce que je sais que Théo, de ce que j'ai compris en discutant avec Stéphane, c'est que Théo aurait une préférence plutôt pour rester à Québec une saison de plus, parce qu'il aime beaucoup Patrick Roy et que Patrick Roy veut le garder. Mais moi, je comprends le choix du cœur de revenir à Lausanne si retour il doit y avoir. Mais c'est pas la meilleure adresse peut-être pour le développement d'un jeune dans ses premières années. Non, mais d'un autre côté, s'il est placé par une équipe de NHL qui a des plans pour lui, peut-être que l'équipe de NHL peut dire il faut le faire jouer. Oui, et moi, en même temps, s'il est pour jouer en Swiss League, et c'est rien contre la Suisse, mais je préférais j'aurais un petit penchant vers la AHL, l'American Hockey League, qui est un niveau plus semblable à la National League. Du coup, d'apprendre là-bas avec des professionnels, t'apprends la game et si jamais il fait un retour en Suisse, il va être National League ready. Et, alors que Swiss League, ben, il va peut-être dominer, il va jouer sur les 2 premiers trios, il va bien jouer, il va être un bon joueur de Swiss League peut-être dès sa première saison en Swiss League s'il joue. Mais je trouve que le plafond est moins haut. Je trouve que l'apprentissage va peut-être moins se faire que s'il reste, par exemple, en Amérique du Nord, en AHL. On peut spéculer ce qu'on veut. Je crois même que la famille Rochette ne sait pas vraiment encore. Non, ça discute encore beaucoup. Ouais, on va beaucoup savoir aussi avec la draft là, qui est début juillet, autour du 8-10 juillet. J'ai pas la date exacte. Mais on va certainement faire un overtime NHL cet été pour parler de la draft. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de questions qui vont se répondre à partir de la draft. Est-ce qu'il va être drafté comme joueur de 20 ans? Est-ce qu'il va avoir un essai professionnel avec un club? Est-ce qu'il va signer avec un club? Je sais que Toronto l'a beaucoup aimé quand il est allé au camp de développement. Est-ce qu'ils attendent pour le repêcher en 5e, 6e ronde cet été? Puis d'avoir le temps de le développer, d'avoir ses droits jusqu'à 24-25 ans. Est-ce que c'est tellement de questions qui ne peuvent pas être répondues à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, lui, de toute façon, tout ce qu'il a à se concentrer, c'est à jouer de bons playoffs et de viser le titre, de viser la Coupe Memorial. C'est la plus belle expérience qu'il peut avoir à son âge. La Coupe Memorial est probablement l'un des trophées les plus difficiles à gagner dans le hockey parce que c'est les 3 ligues canadiennes, c'est le champion des 3 ligues canadiennes plus l'équipe haute qui s'affrontent. Donc, tu dois gagner ta ligue et ensuite, tu dois aller faire un tournoi pour gagner le titre canadien qui est la Coupe Memorial.
Donc, pour l'instant, il doit se concentrer là-dessus et toutes les réponses vont venir par la suite. Pour clore Lausanne, peut-être on va prendre la question de Jérôme Buffa qui nous dit est-ce qu'il y a d'autres rumeurs d'étrangers au niveau du LHC? Je ne crois pas savoir parce qu'il y a déjà tellement de joueurs étrangers sous contrat que tant que si l'on souhaite continuer avec ceux qui sont sous contrat, ben, il n'y aura pas de mouvement supplémentaire normalement. Mais après, c'est clair que peut-être un Frolic, un Emerton pourrait peut-être être mis sur le marché et que Lausanne puisse avoir une marge de manœuvre. Et il faut voir aussi, parce que là, les prochaines semaines vont être intéressantes. La Ligue nationale qui vient de prendre fin, là, c'est les playoffs. Ensuite, tu vas avoir la draft. Et ensuite, c'est les agents libres. Mi-juillet, avec 6 étrangers, je pense que les clubs ont le luxe d'attendre. Moi, je pense à un Mathieu Perreault qui était à Montréal cette année. Son avenir en NHL est loin d'être assuré, mais lui, il veut continuer à jouer au hockey. Le mec est un centre qui a un bon potentiel offensif, mais qui a souvent été utilisé dans des trios plus défensifs. Il parle français. Ça peut être une super belle option pour un club roman ou suisse-allemand, mais ça peut être une super belle option pour un club suisse. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui ne vont pas retourner en KHL, qui vont être libres, qui sont des bons étrangers de qualité. Donc, de se précipiter à signer tout le monde, les 6 étrangers vite, pour moi, c'est pas nécessairement la meilleure des décisions. Je pense que d'être patient, tu peux dénicher après des Valtteri Filppula, des Sami Vatanen, des gars qui sont rendus, que leur carrière en NHL vient de terminer, mais qui sont très dominants en Europe. Ouais. C'est une très bonne conclusion. Non, j'ai pas plus de rumeurs. J'étais en train de me dire que Joe était en train de lancer une rumeur sur Mathieu Perreault au Lausanne Hockey Club. Donc non, je veux pas faire l'association Perreault et LHC, loin de là. De toute façon, la saison vient de se terminer pour lui à Montréal, mais j'écoute beaucoup de ses entrevues. Moi, c'est un joueur que j'ai apprécié beaucoup dans sa carrière à Winnipeg. Cette saison, il n'a pas pu se faire valoir dans une mauvaise équipe avec le Canadien. Il a eu des blessures aussi. Mais quand je l'entends parler qu'il veut continuer sa carrière, mais qu'en NHL, avant le dernier match de la saison où il jouait, il a obtenu d'ailleurs un but, une passe. Les questions, c'était beaucoup sur son avenir. Est-ce qu'il va être de retour avec le Canadien? Est-ce qu'il va être de retour en NHL? Et lui disait, moi, je veux continuer à jouer au hockey. J'ai encore du bon hockey. Je pense qu'il est à 32-33 ans. Et moi, j'ai tout de suite fait le 1 + 1 = 2. Pourquoi pas en Suisse? L'association, elle est facile à faire parce que, comme tu l'as dit, avec la KHL, il y a tout d'un coup le marché des étrangers, il a explosé au niveau des disponibilités. Donc, non seulement il y a beaucoup de choix, et en plus, comme il y a beaucoup de choix, forcément, c'est les directeurs sportifs qui ont le couteau par le manche. Ils peuvent aller chercher des joueurs au rapport qualité-prix qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils avaient il y a 12 mois à disposition. Ouais. Et donc, c'est pas mal, ça. Il ne faut pas oublier là, que pour les joueurs qui jouent en NHL, que ce soit des Européens ou des Nord-Américains, les 2 ligues les plus attrayantes à venir jouer en Europe, c'est la Suède et la Suisse. Et je ne suis pas certain que ça vienne dans cet ordre. Je pense que c'est plus la Suisse et la Suède. Alors, ça dépend quel aspect tu mets en premier. Oui. Si tu mets l'aspect sportif, la Suède vient en premier. Si tu mets l'aspect financier et confort, la Suisse vient en premier. Je dis pas que le niveau suisse est quand même un petit peu en dessous de la Suède. Hein. Là, faut être réaliste là-dessus. Au niveau ligue 100% national, au sein de ses frontières, la Suède, pour moi, c'est le meilleur championnat en Europe. Par contre, les salaires sont beaucoup plus bas qu'en Suisse. Ouais. Il y a aussi des grandes distances. Quand vous jouez à Luleå et que vous devez aller jouer à Malmö, c'est 3 jours de voyage. Un jour pour aller, un jour pour jouer, un jour pour revenir. C'est des longues distances, c'est des voyages en avion. C'est clair. Et comme souvent... et en plus, il n'y a plus de club à Stockholm, donc forcément, la ville la plus internationale est plus disponible puisque Djurgården a été relégué. Quand tu viens avec la femme et la famille aussi et que tu parles français ou anglais, la Suisse est assez intéressante aussi. Les joueurs québécois, on le voit avec David Desharnais qui a toute sa famille ici à Fribourg. Les petits vont dans, je sais pas, ils vont à quelle crèche, mais ça peut être en français. Donc ça aide aussi niveau famille. Et David dort à la maison chaque soir. Voilà. Ça, c'est le confort. Écoute, je vends quand même bien la Suisse aux joueurs québécois si jamais. Si vous êtes joueur québécois, ou club suisse, que vous voulez trouver un Suisse, et il fait des extras comme agent de joueur potentiel. Voilà. Non, mais moi je suis tombé en amour avec la Suisse, donc j'essaie d'en faire profiter mes compatriotes québécois. C'est pas compliqué, t'as eu tellement des bons collègues que c'était facile l'intégration. Exactement, voilà. C'est parce que je suis tombé
dans la famille parfaite. Oh. Attends. Bon, messieurs, on a fait On rigole, on s'amuse bien, vous le voyez. Très bonne ambiance. Allez, Jean-Henri qui dit que Joe a une agence de tourisme. Pas de mauvaise idée dans mes temps libres. J'en ai pas beaucoup, mais... En parlant de temps libre et de programme, Pascal... Oui, alors, on va parler du programme de la semaine. Alors, cette semaine, on vous a pas préparé un visuel, mais il y a quand même du hockey sur glace. On va commencer avec le rendez-vous international pour l'équipe de Suisse. Ce sont les Bayer Games qui ont lieu depuis jeudi et tout le week-end en Suède et en Finlande. La Suisse jouera jeudi à 17h30 contre la Finlande, samedi à 16h contre la Suède et dimanche à midi contre la Tchéquie. Les 3 derniers matchs de préparation avant le championnat du monde, peut-être avec déjà les joueurs de NHL à disposition de Patrick Fischer qui n'a pas encore communiqué son effectif pour ce tournoi. Il y a aussi quelque chose qui commence cette nuit en Amérique du Nord, Jonathan, les playoffs de NHL. Les playoffs de NHL, les attendus playoffs de NHL, parce que ça va être super bon. D'ailleurs, je réponds à Vladi, ce ne sera pas jeudi, Overtime NHL, ce sera mardi, donc demain avec Stéphane Rochette. On va vous faire le portrait de toutes les séries, autant dans l'Ouest que dans l'Est, avec nos prédictions, quoi surveiller dans chacune des séries, les forces contre les faiblesses de chaque équipe. Donc, ça va être très intéressant. On aura la chance, Pascal et moi, d'en commenter avec des co-commentateurs également tout au long de ces playoffs. On se réjouit de vous faire vivre ça et de vivre ça avec vous. Les playoffs de NHL sur MySports seront à suivre, bien sûr. Il faudra certainement régler la plupart du temps vos réveils en heure nocturne, mais les quelques matchs à européennes seront bien sûr ciblés et commentés en français. Vous ne manquerez pas d'avoir de nos nouvelles tous ces prochains jours sur nos réseaux sociaux. On va vous communiquer tout ça, mais c'est vrai que ça va occuper une belle part de notre mois de mai et du mois de juin de ces deux gugus-là qui sont en studio stream et qui rigolent pour l'instant, mais les Sternes, ils vont en avoir quand ils vont commenter la finale. C'est pour ça que je vais faire une sieste. Hein. Ils se préparent, en fait. Je change de rythme. On se met sur un autre fuseau horaire, messieurs, bientôt. Ouais, donc, voilà, c'est ce que font les joueurs sur certains déplacements. Et puis il y a encore un rendez-vous à prendre, ce sera samedi soir. On n'a pas encore l'heure exacte et la chaîne exacte, mais c'est le documentaire Fribourg-Gotteron dans le royaume des dragons. Nos caméras qui ont suivi les playoffs de Fribourg dans l'intimité du vestiaire avec de très belles images, des témoignages, notamment focus sur Dubé, Sprunger et Philippe Fourer pour ces derniers playoffs. Vous avez déjà vu le trailer qui tourne sur nos réseaux sociaux, sur nos antennes. Il y a déjà pas mal d'émotions dans ce trailer. Tu peux ressortir une nouvelle fois le paquet de mouchoirs, David. Ah, ça va. mais oui, et pour être parfaitement complet, c'est normalement pas le dernier overtime de la saison. On n'a encore aucune garantie, mais on aimerait bien faire des bilans un petit peu avec les clubs romans éliminés de ces playoffs, et on va prendre contact dès la fin de cette émission avec des intervenants, et on reviendrait peut-être dans les prochains jours avec des bonnes nouvelles pour continuer aussi ce live podcast avec vous et pour vous. Voilà, on a fait le tour. Donc, Joe, tu vas aller préparer ton overtime NHL de demain. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, nous, on arrive au terme de cette émission. Alors, non, Vladi, le championnat du monde senior ne sera pas diffusé sur MySports, puisque c'est ta question. Par contre, au mois d'août, il y aura le championnat du monde M20, puisqu'il a été déplacé. Et celui-là, on sera au rendez-vous pour vous diffuser des matchs et vous commenter les matchs. Pas forcément avec un entourage studio pour le début. On verra, ce sera dans les discussions également. Ça fait partie des discussions, des projets pour la saison prochaine, comment, quoi et surtout à quelles heures. Mais si vous comprenez bien, l'été de Pascal et moi sera très court. Voilà. Et puis David aussi, parce qu'il devra faire les plannings. le Vili ici. le Vili de MySports. T'as pas mis tes gants blancs? Excellent. Voilà, donc on est au terme de ce 34e épisode d'Overtime, qui n'est pas le dernier, donc on vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain. Vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion, en vidéo sur Facebook et sur YouTube. Sur Facebook dans quelques instants, sur YouTube dans l'après-midi.
Pour la version vidéo et pour la version audio, ce sera sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes plateformes pour ne pas louper les sorties des différents épisodes. Et également de vous abonner à Twitter et Instagram pour avoir le prochain rendez-vous Overtime et les prochains rendez-vous hockey sur MySports ou Formule E aussi. Hein. On n'oublie pas qu'il y a la Formule E qui continue. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment laisser un pouce vers le haut, partager avec vos amis, ça aide au référencement, puis nous ça nous fait plaisir. Et puis il me reste plus qu'à vous remercier dans les commentaires pour vos nombreux commentaires, vous avez été bavard aujourd'hui avec près de 150 commentaires. Merci aussi à David et à Jonathan d'avoir été à mes côtés pour cet épisode. Et un plaisir. Avec un on grand vous souhaite plaisir. une très bonne nuit, une très bonne sieste. Et puis à tout bientôt pour le prochain Overtime. Bye bye. Bye bye. Pascal, ciao.